La pluie tombait en rafales obliques sur la promenade des Anglais. C'était une de ces soirées de novembre où Nice perdait son masque de carte postale pour révéler son visage d'hiver, gris et inhospitalier. Les palmiers se courbaient sous les bourrasques, leurs feuilles claquant comme des fouets. La mer, d'ordinaire si bleue et pacifique, ressemblait à une masse sombre et agitée qui grondait contre les galets. Margot Dufresne serrait plus fort la main de Léonie, tandis qu'elle remontait la rue Masséna. Ses 4 enfants marchaient autour d'elle, trempés malgré leurs manteaux trop fins. Léonie, 9 ans, portait un sac à dos déchiré sur l'épaule. Les jumeaux Mathis et Théo, 6 ans, traînaient chacun une petite valise dont les roues grinçaient sur le pavé mouillé. La petite Camille, 4 ans, agrippait le manteau de sa mère d'une main et sa poupée défraîchie de l'autre. 2 autres valises plus grandes, éventrées et rafistolées avec du ruban adhésif, complétaient leur maigre bagage, tout ce qui restait de leur vie d'avant. « Maman, c'est encore loin ?» demanda Mathis d'une petite voix fatiguée. « Non, mon chéri, encore quelques rues. » Margot mentait. Elle ne savait pas exactement où se trouvait l'hôtel Belle Époque. Elle savait seulement qu'il était dans le vieux Nice, quelque part près de la cathédrale Sainte-Réparate. Elle avait vu le nom sur une vieille brochure touristique à la gare routière, un hôtel qui existait depuis presque un siècle, un hôtel qui, selon les documents cachés dans son sac, lui appartenait. Mais elle n'en avait parlé à personne, pas même à ses enfants. Ils tournèrent dans une ruelle étroite aux façades ocre et jaune pâle. Les volets en bois peint encadraient des fenêtres éclairées où se dessinaient des silhouettes de familles attablées pour le dîner. Une odeur de daube provençale et de pain frais flottait dans l'air humide. L'estomac de Margot se contracta. Les enfants n'avaient mangé qu'un sandwich à la gare ce midi. « Regardez !» s'exclama Théo en pointant du doigt. Au bout de la rue, une façade illuminée se détachait de l'obscurité. L'hôtel Belle Époque. 4 étages d'architecture art déco, avec ses balcons en fer forgé, ses moulures élégantes et son enseigne lumineuse en lettres dorées. De grandes baies vitrées laissaient voir un hall somptueux, lustres en cristal, marbre blanc, plantes exotiques dans des pots en céramique émaillée. Margot s'arrêta un instant, le souffle court. C'était donc là, l'héritage de son grand-père, le lieu où tout avait commencé en 1923, quand Édouard Beaumont, jeune entrepreneur revenu de la guerre, avait bâti cet établissement avec l'argent économisé pendant 20 ans. Le lieu aussi où tout s'était terminé en 1985, quand il était mort dans des circonstances que Margot commençait seulement à questionner. « C'est beau » murmura Léonie, les yeux écarquillés. « Oui » répondit Margot. « C'était l'hôtel de ton arrière-arrière-grand-père. On va dormir ici ?»« Oui. Mais maman, tu as dit qu'on avait presque plus d'argent. » Margot posa une main sur l'épaule de sa fille. « Fais-moi confiance, ma chérie. » Elle inspira profondément, redressa les épaules et poussa la lourde porte vitrée. La chaleur du hall les enveloppa comme une gifle après le froid mordant de la rue. Margot sentit instantanément tous les regards se tourner vers eux. Le contraste était brutal. Eux, trempés, dépenaillés, avec leurs valises abîmées et leurs manteaux bon marché. Et les autres, des couples élégants en tenue de soirée, des hommes d'affaires en costume 3 pièces, des touristes fortunés avec des bagages Vuitton. Une femme avec un caniche nain dans les bras les toisa avec dégoût. Un vieil homme en smoking s'écarta ostensiblement de leur passage. Le hall était encore plus impressionnant de l'intérieur. Le sol en marbre blanc reflétait la lumière des 3 lustres monumentaux qui pendaient du plafond. Des colonnes corinthiennes soutenaient une galerie au premier étage. À gauche, un grand escalier en pierre montait majestueusement. À droite, un bar art déco servait des cocktails à des clients qui riaient un peu trop fort. Au fond, derrière un long comptoir en marbre noir veiné d'or, se tenait un homme dans la quarantaine, Antoine Brochard. Il était grand, les cheveux gris fer coiffés en arrière, vêtu d'un costume anthracite impeccablement coupé. Ses yeux bleus, froids et calculateurs examinaient déjà Margot et ses enfants avec une expression qui mélangeait l'amusement et le mépris. Il parlait avec une cliente âgée, couverte de bijoux, mais son attention était maintenant entièrement focalisée sur les nouveaux arrivants. Margot avança vers le comptoir, ses enfants serrés autour d'elle. L'eau de leurs vêtements gouttait sur le marbre immaculé. Chaque pas résonnait dans le silence soudain qui s'était installé. Même les conversations au bar s'étaient tues. « Oui » lança Antoine d'une voix forte sans quitter son comptoir. « Puis-je vous aider ?» Il avait dit « aider » avec une ironie si appuyée que plusieurs clients sourirent. Margot s'approcha. « Bonsoir, monsieur.
Je voudrais une chambre pour la nuit. » Le silence dans le hall se fit encore plus pesant. Antoine Brochard cligna des yeux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Puis un sourire lent, cruel, étira ses lèvres. « Une chambre ?» Il se tourna vers les clients autour de lui. « Mesdames, messieurs, vous avez entendu ? Madame voudrait une chambre. » Des rires nerveux fusèrent. La femme au caniche pouffa. Un homme au bar murmura quelque chose à son voisin qui gloussa. Antoine se pencha sur le comptoir, les mains à plat sur le marbre. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous vous êtes trompée d'adresse. » Il fit un geste circulaire. « Ici, c'est l'hôtel Belle Époque. Un établissement 4 étoiles. Nous ne sommes pas, comment dire, un refuge municipal. » Nouveau rire. Léonie baissa la tête, ses joues rougissant de honte. Mathis et Théo se rapprochèrent de leur mère. Camille se mit à pleurer doucement. Margot sentit la colère monter en elle, brûlante et familière. Cette colère qu'elle connaissait depuis 6 mois, depuis la nuit où elle avait vu sa maison partir en fumée avec Jules à l'intérieur. Cette colère qu'elle ravala chaque fois qu'une porte se fermait, chaque fois qu'un regard la jugeait, chaque fois qu'on la traitait comme si elle était invisible. Mais elle ne montra rien. Elle garda son visage impassible et sa voix calme. « Je ne cherche pas un refuge, monsieur. Je cherche une chambre, une nuit. J'ai de quoi payer. » Antoine se redressa, croisant les bras. « Vraiment ?» Il consulta ostensiblement l'écran de son ordinateur. « Notre chambre la moins chère coûte 180 € la nuit, sans le petit déjeuner. » Il la regarda de haut en bas. « Vous avez cette somme, madame. » Dufresne. Margot Dufresne. Le nom ne provoqua aucune réaction chez lui. Il attendit, sourcils levés. « Et oui, j'ai cette somme, » ajouta Margot. Un murmure parcourut l'assistance. Antoine perdit un instant son assurance. Il jeta un regard vers la femme aux bijoux, comme pour chercher du soutien, puis revint à Margot. « Écoutez, » dit-il en affichant un sourire paternaliste, « je vais être honnête avec vous. Même si vous avez l'argent pour une nuit, qu'allez-vous faire demain? Et après-demain? Vous avez 4 enfants. Vous avez clairement traversé des épreuves. » Il fit mine de réfléchir. « Il y a un foyer Emmaüs près de la gare, ou la Croix-Rouge. Ils pourront mieux vous aider que nous. Je ne veux pas d'aide, monsieur. Je veux une chambre. » La patience d'Antoine s'évaporait. Il n'aimait pas qu'on lui tienne tête, surtout devant ses clients. Il se pencha à nouveau, cette fois avec une lueur mauvaise dans les yeux. « Très bien. Vous voulez une chambre? Je vais vous faire une proposition. » Il haussa le ton pour que tout le monde entende. Une proposition extraordinaire même, digne de ce moment mémorable. Les clients se rapprochèrent, intrigués. Antoine savourait son public. « Si vous arrivez, je dis bien si, à payer notre pire chambre, celle du 6e étage, la 612, celle avec la tuyauterie qui gémit et la vue sur le mur de l'immeuble d'à côté, celle qu'on ne loue presque jamais. » Il marqua une pause théâtrale. « Je vous donne l'hôtel, tout l'établissement, les 4 étages, les 52 chambres, le bar, le restaurant, tout. » Il sourit, triomphant. « Qu'en dites-vous, Madame Dufresne ?» Le hall explosa en rire. Même le personnel souriait. C'était absurde, grotesque, humiliant. Une plaisanterie cruelle aux dépens d'une femme épuisée et de ses enfants. Margot ne rit pas. Elle ne pleura pas non plus. Elle posa lentement son sac sur le comptoir, l'ouvrit et en sortit une petite bourse en tissu bleu ciel, fermée par un cordon. Une bourse que Jules lui avait offerte pour leur 5e anniversaire de mariage. Une bourse qu'elle avait remplie de toutes les pièces et billets qu'elle avait pu grappiller ces derniers mois. L'argent de la vente de sa voiture, les allocations familiales, les quelques euros donnés par des âmes charitables, le reliquat d'une assurance. Tout ce qui lui restait au monde. Elle dénoua le cordon et commença à compter sur le comptoir. Des pièces de 2 euros, de 1 euro, de 50 centimes. Des billets de 5, de 10, de 20. Froissés, usés, mais légaux. Le silence dans le hall changea de nature. Il n'était plus moqueur, mais gêné. Les clients détournèrent les yeux. La femme au caniche se dirigea vers l'ascenseur. L'homme au bar commanda un autre verre d'une voix trop forte. Margot compta méthodiquement, empilant les pièces, lissant les billets. Léonie l'observait, les yeux brillants de larmes retenues. Les jumeaux ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais sentaient la gravité du moment. Camille s'était calmée et suçait son pouce. 5 minutes interminables s'écoulèrent. Enfin, Margot poussa les piles vers Antoine. « 180 €, dit-elle d'une voix claire et ferme. Antoine Brochard regardait l'argent comme si c'était une chose monstrueuse.
Son visage avait perdu toute sa superbe. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha quelque chose à dire qui lui permettrait de se sortir de cette situation sans perdre complètement la face. Il ne trouva rien. Il se racla la gorge. Très bien. La chambre 612. Il prit les pièces et les billets avec une répugnance visible, les fourra dans le tiroir-caisse, puis attrapa une clé électronique qu'il programma d'un geste brusque. Il la posa sur le comptoir sans regarder Margot. 6e étage. L'ascenseur est là-bas. Margot prit la clé. « Merci, monsieur Brochard. » Elle fit signe à ses enfants et ils se dirigèrent vers l'ascenseur. Chaque pas résonnait dans le silence. Plus personne ne riait. Antoine restait figé derrière son comptoir, les mâchoires serrées. Juste avant d'entrer dans l'ascenseur, Margot se retourna. Elle croisa le regard d'Antoine une dernière fois. « À propos, monsieur Brochard, votre proposition, de me donner l'hôtel si je payais la chambre. » Elle esquissa un mince sourire. « Je compte bien vous rappeler ces paroles. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur le visage stupéfait du gérant. L'ascenseur grinçait en montant. Les enfants étaient collés contre Margot, épuisés par cette journée interminable. Ils étaient repartis de Grasse à l'aube, avaient pris 3 bus différents, mangé leur unique sandwich dans une gare bondée, essuyé la pluie pendant 1 heure. Et maintenant, cette scène humiliante dans le hall. 6e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir étroit, au papier peint défraîchi, très différent du luxe affiché dans les parties communes. La moquette était usée, les appliques murales ternes. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. Margot trouva la chambre 612 au fond du couloir. Elle glissa la carte dans la serrure électronique. Un bip. La porte s'ouvrit. La pièce était petite. Un grand lit contre le mur du fond, un vieux radiateur qui cliquetait, une fenêtre donnant effectivement sur le mur de briques de l'immeuble voisin, à moins d'1 mètre. Une salle de bain minuscule dont on entendait les tuyaux gémir. Le papier peint à fleurs roses était décollé dans les coins. Mais c'était propre et chaud. « On va tous dormir ici, maman ?» demanda Mathis. « Oui, mon cœur, juste pour cette nuit. Et demain ? Demain sera différent, je te le promets. » Elle les aida à se déshabiller, suspendit leurs vêtements mouillés sur le radiateur, les installa sur le grand lit. Ils s'endormirent presque immédiatement, serrés les uns contre les autres, comme une portée de chatons. Margot s'assit sur le bord du lit et les regarda. Léonie, si mature pour ses 9 ans, qui avait dû grandir trop vite ces derniers mois. Les jumeaux, toujours inséparables, qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau avec leurs cheveux châtains et leurs taches de rousseur. Et Camille, si petite, qui ne comprenait pas vraiment pourquoi papa n'était plus là. La douleur familière lui comprima la poitrine. Jules, son Jules, notaire méticuleux, mari aimant, père dévoué, qui était mort à 37 ans dans l'incendie de leur maison à Grasse. Un court-circuit dans le garage, avertit les pompiers. Il était rentré tard ce soir-là, elle et les enfants dormaient à l'étage. Il avait dû entrer par le garage. Les flammes s'étaient propagées si vite. Elle avait eu le temps de sauver les enfants par la fenêtre de la chambre, mais pas lui, pas lui. 6 mois déjà. 6 mois qu'elle survivait jour après jour, tentant de garder la tête hors de l'eau pour ses enfants. L'assurance de la maison qui ne couvrait qu'une partie des dégâts, les économies englouties dans les funérailles, le refus de sa belle famille de l'aider, les petits boulots précaires qu'elle enchaînait tout en s'occupant de 4 enfants, l'appartement qu'elle louait et qu'elle ne pouvait plus payer, l'expulsion, la spirale. Et puis il y a 3 semaines, en triant les affaires de Jules qu'elle avait entreposées chez une amie, elle avait trouvé l'enveloppe. Une grande enveloppe Kraft, scellée, avec son nom écrit de la main de Jules, pour Margot. À n'ouvrir qu'après ma mort. Son cœur s'était arrêté. Elle l'avait ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur des documents, beaucoup de documents, des actes notariés, des arbres généalogiques, des certificats de naissance, des copies de testament. Et une lettre de Jules, datée de 2 semaines avant l'incendie. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolé. J'aurais voulu t'annoncer cette nouvelle de vive voix, célébrer avec toi, mais j'ai préféré attendre d'avoir tous les documents certifiés. Tu sais combien je suis méticuleux. Margot, tu es l'héritière de l'hôtel Belle Époque à Nice. Ton grand-père Édouard Beaumont l'a fondé en 1923. À sa mort en 1985, la propriété devait revenir à ta mère Juliette. Mais elle s'était remariée et avait changé de nom. Les recherches n'ont jamais abouti. L'hôtel a été confié à un gestionnaire externe, en attendant.
J'ai passé 8 mois à reconstituer l'arbre généalogique, à rassembler les preuves. Tout est là. Tu es la seule héritière légale. L'hôtel t'appartient. J'avais prévu de t'emmener à Nice le mois prochain pour régler tout ça. Mais si tu lis cette lettre, c'est que je n'en ai plus l'occasion. Alors prends ces documents, va voir Maître Servet à Nice, ses coordonnées sont jointes, et réclame ce qui est à toi. Cet héritage, c'est votre avenir à toi et aux enfants. C'est ma dernière façon de prendre soin de vous. Je t'aime. Toujours. Jules Margot avait pleuré pendant des heures. Puis elle avait lu et relu tous les documents, vérifié chaque ligne. Tout semblait en ordre. Jules avait fait un travail remarquable. Elle avait contacté Maître Servet qui avait confirmé. Oui, les documents étaient authentiques. Oui, elle était l'héritière légitime. Mais le processus serait long, bureaucratique, compliqué. Il faudrait des mois, des audiences, des vérifications. Des mois qu'elle n'avait pas. Pas d'argent, pas de toit, 4 enfants à nourrir, alors elle avait eu une idée folle, risquée, mais qui lui avait paru être la seule solution. Aller à Nice, se présenter à l'hôtel, payer une chambre. Et le lendemain, révéler qui elle était. Provoquer le choc, forcer la situation, accélérer le processus. Elle avait pris ses derniers 180 € et elle était venue. Minuit passé. Les enfants dormaient profondément. Margot était assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, regardant le mur de briques illuminé par un néon fatigué. Elle tenait l'enveloppe de Jules contre elle. Tous les documents étaient là. L'acte de propriété original signé par Édouard Beaumont en 1923. Le testament de 1980 où il désignait sa fille Juliette comme héritière. L'acte de décès d'Édouard en 1985. L'acte de décès de Juliette en 2010. L'acte de naissance de Margot prouvant sa filiation. Des certificats d'état civil, des attestations notariales. Tout. Mais était-ce suffisant? Et si Antoine Brochard refusait de partir? Et si la société Prestige Hôtellerie engageait une bataille juridique qui durerait des années? Et si les tribunaux ne la croyaient pas? Et si elle se trompait? Le doute la rongeait. Elle repensa à la scène du hall, à l'humiliation, au rire, au mépris dans les yeux d'Antoine, à ses enfants qui avaient tout vu. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle était en train de leur faire subir? Une larme roula sur sa joue, puis une autre. Elle pleura en silence, la tête contre la vitre froide, le corps secoué de sanglots qu'elle étouffait pour ne pas réveiller les enfants. Jules lui manquait terriblement. Sa présence calme, ses conseils mesurés, sa façon de toujours trouver une solution. Si seulement il était là, si seulement il pouvait lui dire qu'elle faisait le bon choix. Un bruit la fit sursauter, un gémissement aigu venant de la tuyauterie, exactement comme Antoine l'avait dit. Elle faillit rire. Même dans sa détresse, l'absurdité de la situation la rattrapait. La pire chambre de l'hôtel, avait dit Antoine. Mon hôtel, pensa Margot. Cette pensée raviva quelque chose en elle. Une étincelle, une colère, une détermination. Oui, c'était son hôtel. L'hôtel de son grand-père. L'hôtel que Jules avait voulu qu'elle récupère. L'hôtel qui appartenait légalement à ses enfants. Et demain, Antoine Brochard allait l'apprendre. Elle essuya ses larmes, se leva, vérifia que les enfants dormaient bien. Puis elle sortit son téléphone et composa le numéro de Maître Servet. Il décrocha à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Allô? Ça, Maître Servet, c'est Margot Dufresne. Madame Dufresne, il est... » Un silence. « Minuit et demi. Tout va bien? Je suis à Nice, à l'hôtel Belle Époque, dans la chambre 612. » Un silence stupéfait. « Vous êtes à l'hôtel? Maintenant? Oui. Et demain matin à 10 h, j'aimerais que vous veniez, avec un huissier, et avec tous les documents. Madame Dufresne, je vous avais dit qu'il fallait d'abord déposer une requête officielle, passer par les canaux légaux. Je sais ce que vous m'avez dit, maître, mais j'ai 4 enfants qui ont faim et froid. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de temps. Alors s'il vous plaît, faites ce que je vous demande. » Elle entendit Maître Servet soupirer, puis après un long moment, « D'accord, 10 h, je serai là. Merci. » Elle raccrocha et retourna s'asseoir près de la fenêtre. Demain. Tout se jouerait demain. Elle regarda ses enfants endormis, si paisibles, si innocents. Elle pensa à Jules, qui lui avait laissé cette chance. Elle pensa à son grand-père Édouard, qu'elle n'avait jamais connu mais dont elle portait l'héritage.
et elle pensa à Antoine Brochard qui l'avait humiliée devant tout le monde. « Je vous donne l'hôtel », avait-il dit. Elle sourit dans l'obscurité. « Tu ne crois pas si bien dire », pensa-t-elle. 7 heures du matin. Margot réveilla doucement les enfants. Ils grognèrent, s'étirèrent, puis se souvinrent de l'endroit où ils étaient. Léonie se redressa immédiatement. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre le petit déjeuner en bas. Et ensuite, il va se passer quelque chose d'important. »« Quoi? Tu verras, ma chérie. » Elle les aida à se laver dans la minuscule salle de bain, les habilla avec les vêtements les moins abîmés qu'ils avaient. Elle-même enfila la seule robe correcte qu'elle possédait encore, une robe noire simple qu'elle portait à l'enterrement de Jules. Elle coiffa ses cheveux au burn en un chignon strict, se regarda dans le miroir terni. Elle ne ressemblait plus à la femme épuisée de la veille. Elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment. Une femme de 34 ans, diplômée de l'université, ancienne professeure de lettres, mère de 4 enfants, veuve d'un notaire et petite-fille du fondateur de l'hôtel Belle Époque. Elle ressemblait à une héritière. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-elle aux enfants. Ils acquiescèrent, intimidés par ce changement chez leur mère. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Ils descendirent par l'ascenseur. 8 heures du matin. Le hall était moins fréquenté qu'hier soir, mais quelques clients prenaient déjà leur petit déjeuner dans la salle attenante, une grande pièce lumineuse avec des nappes blanches, de la vaisselle en porcelaine, des buffets garnis de viennoiseries, fruits frais, fromage, charcuterie. Antoine Brochard était déjà là, supervisant le service avec son habituelle arrogance. Il portait un autre costume impeccable, bleu marine cette fois. En voyant Margot et ses enfants descendre, son visage se crispa. Il se dirigea vers eux d'un pas rapide. « Madame Dufresne », sa voix était sèche, « le petit déjeuner n'est pas inclus dans votre tarif, si vous souhaitez. »« Combien ?» coupa Margot. Antoine cligna des yeux. « Pardon ? Combien coûte le petit déjeuner ? 15 € par adulte, 8 € par enfant. » Il fit un calcul rapide, un sourire narquois retrouvant ses lèvres. « Donc 47 € pour vous tous. » Margot ouvrit son sac, en sortit 2 billets de 20 € et un de 10, les derniers qu'elle possédait. Elle les lui tendit. Antoine prit l'argent, surpris qu'elle puisse encore payer. « Très bien, installez-vous où vous voulez. » Margot choisit une table près de la fenêtre, légèrement isolée des autres. Les enfants s'assirent, les yeux écarquillés devant le buffet. Ils n'avaient rien mangé d'aussi bon depuis des mois. « Allez-y, servez-vous, mais calmement, » dit Margot. Ils se précipitèrent vers le buffet, avec l'enthousiasme de leur âge. Léonie aida Camille à remplir son assiette. Les jumeaux prirent des croissants, des pains au chocolat, des tranches de brioche. Margot les regarda avec un mélange de tendresse et de tristesse. Ils avaient tellement faim. Elle-même ne prit qu'un café et un bout de pain. Son estomac était trop noué pour avaler quoi que ce soit d'autre. Les autres clients les observaient avec la même réprobation que la veille. Certains chuchotaient entre eux. Une femme élégante fit venir un serveur et lui dit quelque chose à voix basse en les désignant. Le serveur haussa les épaules, impuissant. Antoine circulait dans la salle, vérifiant que tout était parfait, saluant les clients réguliers. Mais son regard revenait sans cesse vers Margot. Il y avait quelque chose qui le dérangeait chez cette femme. Elle ne se comportait pas comme quelqu'un de désespéré. Elle avait payé la chambre. Elle avait payé le petit déjeuner. Elle était assise là, droite sur sa chaise, observant tout avec une attention particulière, comme si elle évaluait l'endroit. 9h30. Margot regarda sa montre. Plus que 30 minutes. Son cœur battait plus vite. Elle sentait l'adrénaline monter. Les enfants avaient fini de manger et jouaient tranquillement avec les serviettes en papier, créant des origamis maladroits. 9h50. Margot se leva. « Les enfants, restez ici. Ne bougez pas. Maman doit aller dans le hall. »« Pourquoi ?» demanda Léonie, inquiète. « Fais-moi confiance. » Elle sortit de la salle de petit déjeuner et se dirigea vers le hall. Antoine était derrière son comptoir, consultant son ordinateur. En la voyant arriver, il leva les yeux, agacé. « Oui, Madame Dufresne, vous voulez prolonger votre séjour? Je crains que... » Il fut interrompu par le bruit d'une voiture qui se garait devant l'hôtel. Une Mercedes noire. 3 hommes en descendirent. Maître Alain Servet, 68 ans, costume anthracite, mallette en cuir à la main. Monsieur Petit, 45 ans, huissier de justice, avec sa sacoche d'instruments officiels. Et Monsieur Vargas, 52 ans, historien spécialisé en patrimoine immobilier,
portant un carton rempli d'archives. Ils entrèrent dans le hall. Margot les accueillit avec un signe de tête. Antoine les regarda, perplexe. « Bonjour » dit maître Servet d'une voix posée mais qui portait loin. « Je suis maître Alain Servet, notaire. Voici monsieur Petit, huissier de justice, et monsieur Vargas, expert en patrimoine immobilier. » Il se tourna vers Margot. « Nous représentons madame Margot Dufresne dans une affaire concernant la propriété de cet établissement. » Le silence qui suivit fut absolu. Antoine Brochard devint livide. Margot ne sourit pas. Elle se contenta de croiser les bras et d'attendre. L'heure de vérité venait de sonner. Antoine Brochard resta figé derrière son comptoir, le visage vidé de toute couleur. Ses mains, posées à plat sur le marbre, tremblaient légèrement. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots comme un homme qui se noie cherche de l'air. « Là, la propriété ?» finit-il par articuler d'une voix étranglée. Maître Servet avança calmement jusqu'au comptoir, posa sa mallette et l'ouvrit avec des gestes précis. Les clients qui traversèrent le hall s'arrêtèrent, intrigués par cette scène inhabituelle. Certains se rapprochèrent discrètement. D'autres restèrent en retrait, mais tendirent l'oreille. « Monsieur Brochard, je présume ?» dit le notaire en sortant une liasse de documents. « Oui, je suis le gérant de l'hôtel Belle Époque. » Antoine tentait de reprendre contenance. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Tiens, cette histoire, comme vous dites, concerne la légitimité de votre position dans cet établissement. » Maître Servet déplia le premier document. Voici l'acte de propriété original de l'hôtel Belle Époque, daté du 15 mars 1923, signé par monsieur Édouard Beaumont, constructeur et fondateur de cet hôtel. Il le posa sur le comptoir. Antoine le regarda sans oser le toucher, comme si c'était un objet maudit. Monsieur Beaumont a exploité cet établissement avec succès jusqu'à sa mort en 1985. Le notaire sortit un autre document. Voici son testament, rédigé en 1980, dans lequel il lègue l'intégralité de l'hôtel à sa fille unique, Juliette Beaumont. Antoine déglutit difficilement. Plusieurs clients s'étaient maintenant rassemblés autour du comptoir. La femme aux bijoux de la veille était là, fascinée. Un homme d'affaires en costume gris avait sorti son téléphone et filmait discrètement. « Mais Juliette Beaumont n'a jamais été retrouvée », continua maître Servet. Elle s'était remariée en 1975 avec un certain Philippe Moreau et avait pris le nom de son époux. Les recherches effectuées en 1985 et 1986 pour localiser l'héritière ont échoué, car l'adresse enregistrée dans les archives de M. Beaumont était celle du domicile de Juliette avant son mariage. Elle avait déménagé. Les lettres recommandées sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». M. Vargas, l'historien, s'avança à son tour. C'était un homme massif avec une barbe grisonnante et des lunettes à monture épaisse. Il ouvrit son carton et en sortit des photocopies d'archives. J'ai vérifié personnellement tous les documents aux archives municipales de Nice, aux archives départementales et aux archives notariales. Il montra une série de lettres administratives datées de 1985 à 1987. Voici les tentatives de contact avec la famille Beaumont. 3 agences de recherche ont été mandatées. Elles ont toutes conclu à l'impossibilité de localiser Juliette Beaumont-Moreau. En conséquence, reprit maître Servet, l'hôtel a été placé sous gestion externe temporaire, dans l'attente de retrouver les héritiers légitimes. C'est ainsi que la société Prestige Hôtellerie, dirigée à l'époque par M. Georges Brochard, a obtenu un mandat de gestion. Antoine tressaillit en entendant le nom de son père. « Un mandat temporaire », insista le notaire. « Pas un titre de propriété. La société Prestige Hôtellerie n'a jamais été propriétaire de cet établissement. Elle n'en a été que la gestionnaire intérimaire, dans l'attente de retrouver les héritiers. » Le silence dans le hall était maintenant complet. Même les employés s'étaient arrêtés de travailler. La réceptionniste, une jeune femme d'une vingtaine d'années, regardait Antoine avec des yeux écarquillés. Mais Antoine cherchait désespérément une objection. « Mais il y a prescription, le délai de succession, 40 ans, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de prescription acquisitive en matière de succession quand l'héritier n'a jamais été correctement informé de ses droits, » coupa maître Servet avec une autorité tranquille. « C'est la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Article 2227 du Code civil. » Il sortit un autre document. « Voici l'acte de décès de Juliette Beaumont-Moreau, décédée le 3 juin 2010 à Grasse, des suites d'un cancer. À sa mort, ses droits successoraux sont automatiquement transmis à son unique enfant. »
Margot, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança. Sa voix était calme mais ferme. Sa fille, Margot Moreau, née le 12 avril 1991 à Grasse, devenue Margot Dufresne par mariage en 2018. Maître Servet posa sur le comptoir l'acte de naissance de Margot, puis son acte de mariage, puis l'arbre généalogique complet certifié par un généalogiste officiel. Madame Dufresne est la petite-fille d'Édouard Beaumont, la fille unique de Juliette Beaumont-Moreau, et donc l'unique héritière légale de l'hôtel Belle Époque. Antoine recula d'un pas, comme si on venait de le frapper. Son visage était passé du blanc au gris. Il regarda Margot avec une expression mêlant l'incrédulité. La peur et quelque chose qui ressemblait à de la haine. « C'est impossible », murmura-t-il. « C'est parfaitement possible », dit Monsieur Petit, l'huissier, en sortant un document officiel de sa sacoche. « Et c'est légal. » Madame Dufresne a déposé sa réclamation successorale auprès du tribunal de grande instance de Nice il y a 3 semaines, dès qu'elle a eu connaissance de ses droits. J'ai ici la copie du dépôt, dûment enregistrée et tamponnée. Il le tendit à Antoine qui le prit d'une main tremblante. Mais comment? Antoine regarda Margot avec des yeux hagards. Comment vous avez su? Pourquoi vous ne l'avez pas dit hier soir? Pourquoi cette comédie? Margot le fixa droit dans les yeux. Parce que vous m'avez humilié, monsieur Brochard. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous avez humilié mes enfants. Sa voix se durcit. C'est parce que vous m'avez fait une proposition. Vous vous souvenez? Si je payais la chambre, vous me donniez l'hôtel. Un murmure parcourut l'assistance. Plusieurs clients hochèrent la tête, se souvenant de la scène de la veille. L'homme qui filmait avec son téléphone zoomait sur le visage décomposé d'Antoine. C'était une plaisanterie, protesta Antoine d'une voix désespérée. Je ne pensais pas. Une plaisanterie cruelle aux dépens d'une femme épuisée et de ses 4 enfants affamés, coupa Margot. Mais vous avez raison sur un point, monsieur Brochard. Votre proposition était prophétique. Parce que oui, maintenant que j'ai payé cette chambre, l'hôtel est effectivement à moi. Le silence qui suivit fut brisé par un applaudissement solitaire. La femme aux bijoux applaudissait, un large sourire aux lèvres. D'autres clients se joignirent à elle. Pas tous, mais suffisamment pour créer un bruit qui résonna dans le hall comme un jugement. Antoine les regarda incrédule. Ces mêmes personnes qui riaient avec lui hier soir applaudissaient maintenant son humiliation. Maître Servet referma sa mallette avec un claquement sec. « Monsieur Brochard, je vous suggère de contacter immédiatement les dirigeants de la société Prestige Hôtellerie. Ils devront organiser une transition ordonnée de la gestion vers Madame Dufresne. » Une transition? Antoine s'agrippa au comptoir comme s'il allait s'effondrer. « Mais c'est mon travail. Je suis gérant depuis 15 ans. Mon père a dirigé cet hôtel pendant 25 ans avant moi. Vous ne pouvez pas. Votre père n'a jamais été propriétaire, » rappela fermement le notaire. « Il était gérant. Vous êtes gérant. Un gérant peut être remercié. J'ai des droits, des contrats. Nous examinerons tous les contrats en temps voulu. » Maître Servet se tourna vers Margot. « Madame Dufresne, souhaitez-vous visiter votre propriété ?» Margot acquiesça. « Oui, je voudrais voir les bureaux. Et les comptes. » Antoine devint encore plus pâle, si c'était possible. « Les comptes ?» Oui, les livres comptables, les bilans, les déclarations fiscales, tout ce qui concerne la gestion financière de cet établissement depuis, disons, 10 ans. Je dois demander l'autorisation à qui? Margot haussa un sourcil. Je suis la propriétaire, monsieur Brochard. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour consulter les comptes de mon propre hôtel. Antoine ouvrit la bouche, la referma. Il était pris au piège. Monsieur Petit, appela Maître Servet. Pouvez-vous dresser un procès-verbal de cette demande officielle? L'huissier sortit son carnet et commença à écrire. Madame Margot Dufresne, propriétaire légitime de l'hôtel Belle Époque, demande accès immédiat aux documents comptables de l'établissement. Refus d'accès constituerait une obstruction. Non, ce n'est pas nécessaire. Antoine leva les mains en signe de capitulation. Je vais vous montrer. Suivez-moi. Il contourna le comptoir d'un pas chancelant et se dirigea vers un couloir à gauche du hall. Margot, Maître Servet et Monsieur Vargas le suivirent. Monsieur Petit resta dans le hall pour sécuriser les lieux, comme il le dit officiellement, mais surtout pour s'assurer qu'Antoine ne tente pas de s'enfuir ou de détruire des documents. Ils traversèrent un couloir orné de photographies anciennes de l'hôtel. Margot les observa en marchant. Des photos des années 1920, 1930, 1950.
Elle reconnut son grand-père Édouard sur plusieurs clichés, un homme grand et mince, avec une moustache fine et des yeux perçants. Il posait devant l'autel, serrait des mains, coupait des rubans. Un bâtisseur, un homme fier. « Pardon, grand-père, d'avoir mis si longtemps à revenir », pensa-t-elle. Antoine ouvrit une porte marquée « Bureau de direction ». C'était une grande pièce avec des boiseries sombres, un bureau massif en acajou, des étagères remplies de classeurs. Une fenêtre donnait sur une cour intérieure où un jardin méditerranéen prospérait. Olivier, laurier rose, lavande. « Les dossiers comptables sont là », dit Antoine en désignant une armoire métallique. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Maître Servet ouvrit l'armoire et commença à sortir les classeurs. « Madame Dufresne, avec votre permission, je vais effectuer un premier examen. » Margot acquiesça et s'installa dans le fauteuil derrière le bureau. Le fauteuil de son grand-père, le fauteuil qui aurait dû être celui de sa mère, le fauteuil qui était maintenant le sien. Antoine restait debout près de la porte, les bras ballants, le regard perdu. Monsieur Vargas commença également à examiner des documents, prenant des notes dans un carnet. 15 minutes passèrent dans un silence tendu, seulement ponctué par le bruissement des pages et les soupirs occasionnels du notaire. Puis Maître Servet leva les yeux, le visage grave. « Madame Dufresne, il y a des irrégularités. » « Quel genre d'irrégularités ?» Le notaire posa plusieurs feuilles sur le bureau. « Des dépenses inhabituelles, des paiements récurrents à des sociétés dont je ne trouve pas trace dans le registre du commerce, des factures de rénovation largement surévaluées. » Il la regarda. « Quelqu'un a détourné des fonds, beaucoup de fonds. » Margot se tourna lentement vers Antoine. « Monsieur Brochard ?» Antoine était devenu cendré. Il s'appuya contre le mur. « Ce n'est pas. » « Regardez ici, » continua Maître Servet en montrant une série de virements. 300 000 € versés sur 3 ans à une société appelée Conseil en gestion Méditerranée. Société domiciliée dans les îles Vierges britanniques. Impossible à tracer. Et là, ajouta M. Vargas en montrant un autre document. 500 000 € de travaux de rénovation facturés par une entreprise BTP Prestige. Mais quand on compare avec les photos de l'hôtel prises à différentes dates, on ne voit aucun travail majeur. Le hall est identique depuis au moins 15 ans. Margot sentit une colère froide l'envahir. « Combien ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Combien ont-ils volé en tout ?» Maître Servet parcourut rapidement plusieurs bilans. « Sans audit complet, je ne peux pas le dire précisément. Mais à première vue, entre 2 et 3 millions d'euros, sur 10 ans. » Le chiffre resta suspendu dans l'air comme une accusation. Margot se leva lentement, contourna le bureau et se planta devant Antoine. 2 à 3 millions d'euros, l'héritage de mon grand-père, l'avenir de ma mère, mon avenir, l'avenir de mes enfants. Sa voix tremblait de rage contenue. « Vous avez volé 3 millions d'euros. Ce n'était pas moi, » explosa Antoine. « C'était mon père, Georges, c'est lui qui a tout mis en place. Les sociétés offshore, les fausses factures, tout. Moi, je n'ai fait que continuer. Je n'avais pas le choix. » « Vous n'aviez pas le choix, » répéta Margot incrédule. « Mon père. » Antoine s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. « Mon père était obsédé par cet hôtel. Il disait que votre grand-père l'avait trahi, qu'il lui avait promis une part de la société et qu'il ne l'avait jamais eue, qu'il avait donné 20 ans de sa vie pour bâtir cet hôtel et qu'on l'avait traité comme un simple employé. Mon grand-père l'a trahi ?» La voix de Margot était tranchante comme une lame. « Ou votre père était un employé qui se croyait propriétaire ?» Antoine ne répondit pas. Il pleurait maintenant, des sanglots sourds et honteux. « Quand Édouard est mort, » continua Antoine entre deux sanglots, « mon père a vu une opportunité. Votre mère était introuvable. Il a créé la société Prestige Hôtellerie, obtenu le mandat de gestion et commencé à prendre ce qu'il estimait lui revenir. « À voler » corrigea Margot froidement. « Oui, à voler. » Antoine releva la tête, le visage ravagé. Et quand il est mort en 2003, j'ai hérité de son mensonge, de sa culpabilité, de ses combines. J'avais 23 ans. Je sortais de l'école hôtelière. Je voulais juste rendre mon père fier. Je ne comprenais pas tout. Et quand j'ai compris, il était trop tard. J'étais déjà impliqué. Vous étiez impliqué pendant 20 ans, dit Maître Servet avec dégoût. Margot retourna s'asseoir derrière le bureau. Elle avait besoin de digérer tout cela. L'ampleur de la trahison, les années de vol systématique, les millions disparus. « Monsieur Brochard, dit-elle finalement,
Vous avez parlé de la mort de mon grand-père. Comment est-il mort exactement? Antoine releva brusquement la tête. De vieillesse, crise cardiaque, c'est ce que dit le certificat de décès. Mais quoi? Il y a un mais dans votre voix. Antoine hésita longuement. Puis, comme si un barrage cédait, les mots se déversèrent. Mon père. Quelques jours avant sa propre mort, en 2003, il délirait à l'hôpital. Le cancer l'avait rongé. Il était sous morphine. Et il a dit des choses. Quelles choses? Il a dit qu'Édouard Beaumont voulait changer son testament, qu'il avait retrouvé la trace de votre mère, qu'il allait tout lui léguer officiellement et mettre fin au mandat de gestion. Antoine déglutit difficilement. Mon père a dit « Je ne pouvais pas le laisser faire. J'avais trop investi, trop sacrifié. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Vous êtes en train de dire que... Margot ne parvenait pas à finir sa phrase. « Je ne sais pas. » Antoine leva les mains. « Je ne sais pas s'il a vraiment fait quelque chose. Peut-être que c'était juste le délire d'un mourant. Peut-être qu'il se sentait coupable de ses vols et qu'il fantasmait sur un crime plus grand pour justifier ses actes. Je ne sais pas. Mais vous ne l'avez jamais signalé aux autorités, constata Maître Servet. Signalé quoi? Les divagations d'un homme à l'agonie sous morphine? Antoine secoua la tête. Édouard Beaumont est mort en 1985. Mon père en 2003. 18 ans plus tard. L'enquête était classée depuis longtemps. Que vouliez-vous que je fasse? Fargo se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dans la cour, les oliviers bruissaient doucement sous la brise. Le soleil de décembre projetait des ombres longues sur les dalles de pierre. Son grand-père, mort à 70 ans dans cet hôtel qu'il avait construit, retrouvé dans sa chambre. Crise cardiaque, avait-on dit. Mais s'il y avait eu autre chose, s'il avait été assassiné. Où est le dossier médical de mon grand-père? Demanda-t-elle sans se retourner. Il doit être aux archives de l'hôpital, répondit Maître Servet, si elles existent encore après 40 ans. Et le rapport de police? Je vais me renseigner. Margot se retourna. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé le jour de sa mort. Madame Dufresne, intervint doucement Monsieur Vargas, même si nous découvrons quelque chose de suspect, après 40 ans, il sera très difficile de... Je me fiche de savoir si c'est difficile, coupa Margot. C'était mon grand-père. Il a construit cet hôtel, il voulait me le léguer, et peut-être qu'il a été tué pour ça. Je veux la vérité. Elle se tourna vers Antoine qui s'était recroquevillé sur sa chaise. Et vous, monsieur Brochard, vous allez m'aider. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur les derniers jours de mon grand-père. Tout ce que votre père vous a raconté. Chaque détail. Antoine hésita. D'accord. Antoine se redressa péniblement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Mon père parlait rarement d'Édouard Beaumont, commença-t-il. Mais quand il le faisait, c'était avec une sorte de ressentiment mêlé de respect. Il disait qu'Édouard était un grand homme, mais qu'il n'avait jamais reconnu le travail des autres. Continuez. En 1985, j'avais 5 ans. Je me souviens vaguement de cette période. Mon père était très stressé. Il rentrait tard le soir. Il s'enfermait dans son bureau pour passer des coups de téléphone. Ma mère se plaignait de ne jamais le voir. Antoine se leva et se mit à faire les 100 pas. Puis, un soir de mai, je crois que c'était un vendredi, mon père est rentré très tard. Il était bizarre, blanc comme un linge. Il a bu un whisky d'un trait, puis un autre. Ma mère lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a juste dit « Édouard est mort, je l'ai trouvé dans sa chambre. » Quelle chambre? La suite présidentielle, au 4e étage. Édouard y vivait depuis que sa femme était morte en 1970. Il disait qu'il voulait rester près de son hôtel jusqu'à son dernier souffle. Margot nota mentalement « Suite présidentielle, 4e étage. » Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les pompiers sont venus, puis la police. Ils ont constaté le décès. Crise cardiaque. Édouard avait 70 ans. Il était cardiaque. Personne n'a été surpris. Antoine s'arrêta devant la fenêtre. Mais des années plus tard, quand j'étais adolescent, j'ai entendu mon père parler avec un avocat. Ils pensèrent que j'étais sorti. Je suis resté derrière la porte. Il se tut un instant, perdu dans ses souvenirs. Mon père disait, Édouard voulait changer son testament. Il avait retrouvé Juliette. Il allait tout lui donner et nous mettre dehors. J'avais passé 20 ans à construire cet hôtel avec lui. 20 ans. Et il allait tout donner à une fille qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans. Et l'avocat, qu'a-t-il dit? Il a dit, Georges, tu as fait ce qu'il fallait. Édouard était vieux. Son cœur était faible.
Personne ne peut prouver quoi que ce soit. Et maintenant, l'hôtel est à toi. Antoine se retourna vers Margot, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Maître Servet prenait des notes frénétiquement. Vous souvenez-vous du nom de cet avocat? Maître Gérard Fontaine. Il est mort il y a 10 ans. Pratique, murmura le notaire. Margot réfléchissait à toute vitesse. Donc votre père a découvert qu'Édouard voulait changer son testament. Quand exactement? Je ne sais pas précisément. Quelques jours, peut-être une semaine avant la mort d'Édouard. Et comment l'a-t-il su? Édouard le lui a dit, directement. Mon père était son bras droit. Édouard lui faisait confiance. Antoine eut un rire amer. Trop confiance. Donc Édouard lui annonce qu'il va changer son testament et une semaine plus tard, il est mort. Margot martela chaque mot. C'est une coïncidence très commode. Je sais comment ça paraît, dit Antoine d'une voix misérable. Mais je ne peux pas prouver que mon père a fait quoi que ce soit. Et même si je le pouvais, qu'est-ce que ça changerait? Mon père est mort depuis 22 ans. Édouard depuis 40. Ça changerait tout pour moi, répondit Margot froidement. Parce que je veux savoir si mon grand-père a été assassiné. Et si c'est le cas, je veux que le monde entier le sache. Je veux voir la suite présidentielle, déclara soudain Margot. Antoine cligna des yeux. Maintenant? Oui, maintenant. Ils sortirent du bureau et retournèrent dans le hall. Les clients avaient dispersé, mais plusieurs employés traînaient près du comptoir, discutant à voix basse. En voyant Antoine et Margot, ils se turent immédiatement. Monsieur Petit attendait toujours impassible. « Tout va bien, Madame Dufresne ?»« Oui, nous montons au 4e étage. » Ils prirent l'ascenseur, un autre que celui de la veille, plus grand, avec des miroirs dorés et une moquette épaisse. Les portes se refermèrent dans un murmure feutré. « La suite présidentielle est-elle occupée en ce moment ?» demanda Margot. « Non, » répondit Antoine, « elle ne l'est presque jamais. Elle coûte 1 000 € la nuit. Nous n'avons que quelques réservations par an, généralement pour des célébrités ou des hommes d'affaires très fortunés. 1 000 € la nuit, » répéta Margot. Elle pensa à la chambre 612, à ces 180 € qui représentaient toutes ses économies, à l'ironie cruelle de la situation. 4e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir luxueux, moquette épaisse bleu nuit, applique murale en verre soufflé, tableaux originaux au mur. Une seule porte au fond du couloir, plus imposante que les autres, avec une plaque dorée. Suite Beaumont. Suite Beaumont. Ils avaient regardé le nom. Antoine sortit un passe-partout de sa poche et ouvrit la porte. Margot entra et s'arrêta net, le souffle coupé. C'était magnifique. Un salon immense avec des baies vitrées donnant sur la mer Méditerranée. Le soleil de midi inondait la pièce d'une lumière dorée. Des meubles art déco, authentiques, pas des reproductions, étaient disposés avec goût. Des tapis persans sur le parquet en chêne, des lustres en cristal de Murano, des œuvres d'art au mur, un Matisse, ou du moins un excellent faux, et ce qui ressemblait à un Dufy original. Une porte ouverte révélait une chambre avec un lit king-size drapé de soie ivoire. Une autre menait à une salle de bain en marbre blanc avec une baignoire à pieds griffus et une douche à l'italienne. « C'est ici que mon grand-père est mort ?» demanda Margot doucement. « Oui, dans la chambre. On l'a trouvé dans le lit. » Margot entra dans la chambre. Elle s'approcha du lit et posa une main sur le drap. 40 ans. 40 ans que son grand-père était mort dans cette pièce. Seul. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Antoine s'appuya contre le chambranle de la porte. C'était un vendredi après-midi, vers 17 h. Édouard devait assister à une réunion avec les investisseurs à 18 h. Mon père est monté pour le chercher. Il a frappé. Pas de réponse. Il a utilisé son passe. Et il l'a trouvé dans le lit, immobile. Il a appelé les secours? Oui, immédiatement. Les pompiers sont arrivés en 10 minutes, mais c'était trop tard. Édouard était mort depuis au moins 1 heure, d'après eux. Et la police? Ils ont fait des constats, interrogé mon père, examiné la chambre. Mais il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction. Édouard prenait des médicaments pour le cœur, ils étaient sur la table de nuit. Le médecin légiste a conclu à une mort naturelle. Crise cardiaque. Margot regarda autour d'elle. Où était le testament qu'il voulait changer? Chez son notaire, j'imagine. Quel notaire? Antoine réfléchit. Maître Durand. Bernard Durand. Il est mort lui aussi, il y a environ 15 ans. Décidément, tous les témoins de cette époque avaient disparu. Et les documents d'Édouard? Ses papiers personnels? Où sont-ils? Je ne sais pas. Mon père a vidé cette suite après la mort d'Édouard.
Il a dit qu'il fallait la remettre en état pour la louer. Tout a été entreposé quelque part. Où? Dans les caves, je crois. Margot se tourna vivement. Il y a des caves? Oui, sous l'hôtel. Ancienne cave à vin transformée en entrepôt. Nous y stockons les vieux meubles, les archives, tout ce dont nous ne nous servons plus. Montrez-moi. Ils redescendirent au rez-de-chaussée, puis empruntèrent un escalier de service que Margot n'avait pas remarqué, caché derrière une porte marquée « Personnel uniquement ». Les marches étaient raides et étroites, en pierre usée. L'air devenait plus frais, plus humide, à mesure qu'ils descendaient. En bas, un long couloir voûté s'étendait sous l'autel. Des ampoules nues pendèrent du plafond, diffusant une lumière jaunâtre. Des portes en bois massif s'alignaient de chaque côté, certaines fermées par des cadenas rouillés. « C'est là », dit Antoine, en désignant une porte au fond. « La réserve générale ». Il ouvrit avec son passe-partout. La pièce était vaste, encombrée de meubles poussiéreux, de cartons empilés, de vieilles malles. Une odeur de moisi flottait dans l'air. « Les affaires d'Édouard devraient être dans ces cartons », dit Antoine en montrant une pile dans un coin. Mon père avait écrit EB dessus, Édouard Beaumont. Margot s'approcha. Effectivement, plusieurs cartons portaient les initiales EB au marqueur noir. Elle ouvrit le premier. Des livres, de vieux livres sur l'hôtellerie, l'architecture, la gestion d'entreprise. Elle ouvrit le deuxième. Des vêtements, costumes, chemises, cravates soigneusement pliées. L'odeur de naphtaline s'en échappait. Le troisième carton contenait des photos. Margot les sortit une par une, bouleversée. Son grand-père jeune devant un chantier. Son grand-père le jour de l'inauguration de l'hôtel en 1923. Son grand-père avec une femme élégante. Son épouse, Marguerite. Son grand-père tenant un bébé dans ses bras. Sa mère, Juliette. Les larmes montèrent aux yeux de Margot. Elle n'avait que quelques photos de sa mère, prises quand elle était déjà adulte et malade. Mais là, elle découvrait Juliette enfant, adolescente, jeune femme, souriante, vivante. « Vous allez bien ?» demanda Maître Servet, inquiet. Margot essuya ses larmes. « Oui, continuons. » Le quatrième carton contenait des papiers, des reçus, des factures, des notes manuscrites. Et au fond, une grande enveloppe Kraft. Margot l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs documents. Un contrat de mariage entre Édouard et Marguerite, un acte de naissance de Juliette, un certificat de décès de Marguerite et une lettre manuscrite datée du 10 mai 1985, une semaine avant la mort d'Édouard. Margot la déplia avec des mains tremblantes et commença à lire à voix haute. « Ma chère Juliette, je t'écris cette lettre parce que je ne suis pas certain de pouvoir te dire tout cela de vive voix. J'ai retrouvé ta trace. Tu vis à Grasse, tu es mariée, tu as une fille, ma petite fille. » Margot. Margot s'interrompit, la gorge serrée. Son grand-père avait écrit son nom. Il savait qu'elle existait. Je suis vieux maintenant, mon cœur est fatigué. Les médecins me donnent quelques années, peut-être moins. Et je veux réparer mes erreurs avant de partir. Je t'ai chassé quand tu as épousé Philippe. J'avais tort. J'étais têtu, orgueilleux. Je pensais que tu épousais un homme indigne de toi. Mais tu l'aimais. Et j'aurais dû respecter ça. Au lieu de ça, je t'ai renié. Et tu as disparu de ma vie. Ces 15 dernières années, sans toi, ont été les plus longues de ma vie. J'ai bâti un empire, mais à quoi bon si je n'ai personne avec qui le partager? J'ai pris rendez-vous avec mon notaire la semaine prochaine pour modifier mon testament. L'hôtel te reviendra, à toi et à ta fille. C'est ta place, c'est son héritage. Georges, mon gérant, n'est pas content. Il pensait que je lui donnerais une part. Mais il se trompe. Il est un excellent employé, mais ce n'est qu'un employé. L'hôtel Belle Époque est l'héritage des Beaumont, pas des Brochards. J'espère que tu me pardonneras. J'espère qu'un jour tu amèneras ma petite fille ici et que tu lui raconteras qui j'étais. Pas seulement l'homme qui t'a chassé, mais celui qui a construit tout ça pour toi. Avec tout mon amour, ton père, Édouard. Le silence qui suivit était pesant. Même Antoine semblait bouleversé. Il allait vraiment tout vous donner, murmura-t-il. Margot replia soigneusement la lettre. Cette lettre n'a jamais été envoyée. Non, confirma Antoine. Édouard est mort avant, ou il a été empêché de l'envoyer. Elle se tourna vers Maître Servet. Cette lettre peut-elle servir de preuve? D'intention testamentaire, oui. Mais c'est un testament holographe non déposé. Il a une valeur morale plus que légale. Il réfléchit.
Cependant, combiné avec le rendez-vous chez le notaire que nous pouvons sans doute retrouver dans les archives et avec les déclarations de Georges Brochard à son avocat, cela dessine un mobile de meurtre, compléta Margot. Antoine s'effondra sur une vieille chaise. Mon père a tué votre grand-père. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que les faits suggèrent, dit Margot d'une voix dure. Mais nous ne pouvons pas le prouver, intervint M. Vargas. Pas après 40 ans, pas sans corps à exhumer, sans autopsie récente, sans témoin. Alors on fait quoi? Margot sentait la frustration monter en elle. On laisse tomber? On fait comme si de rien n'était? Non, dit Maître Servet fermement. On révèle tout. On rend cette histoire publique. On fait savoir au monde entier ce qui s'est vraiment passé. Justice ne sera peut-être pas rendue devant un tribunal, mais elle le sera devant l'opinion publique. Margot regarda la lettre dans sa main, les mots de son grand-père, ses regrets, son amour pour sa fille et pour elle, une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée. « D'accord, dit-elle finalement, on révèle tout. » 2 jours plus tard, le hall de l'hôtel Belle Époque était transformé en salle de conférence de presse. Maître Servet avait tout organisé avec une efficacité redoutable. Des chaises pliantes alignées face au comptoir, des caméras de télévision, des journalistes de Nice Matin, de France 3 Côte d'Azur, du Figaro, même quelques correspondants de médias nationaux attirés par l'histoire extraordinaire qui circulait déjà sur les réseaux sociaux. L'homme qui avait filmé la scène avec son téléphone 2 jours plus tôt avait posté la vidéo. Elle était devenue virale. Justice pour Margot. Hôtel Belle Époque. Des centaines de milliers de vues. Des commentaires indignés sur l'humiliation subie par une veuve et ses enfants. Des appels à boycotter la chaîne Prestige Hôtellerie. Margot se tenait derrière une table installée devant le comptoir. Elle portait une robe bleu marine empruntée à une boutique du Vieux-Nice. Le propriétaire, touché par son histoire, lui avait offert. Ses cheveux étaient de coiffés simplement, son visage exempt de maquillage. Elle voulait paraître digne, mais pas apprêtée. Authentique. À sa droite, Maître Servet en costume sombre. À sa gauche, Monsieur Vargas avec ses dossiers d'archives. Derrière eux, projetée sur un écran blanc, une photo d'Édouard Beaumont devant l'hôtel en 1923. Les enfants étaient à l'étage avec une éducatrice bénévole que Maître Servet avait engagée. Margot ne voulait pas qu'ils assistent à cela. Ils avaient déjà trop vu. Antoine Brochard était absent. Il avait quitté l'hôtel la veille au soir, après avoir remis toutes les clés et tous les codes à Margot. Il avait l'air d'un homme brisé. Avant de partir, il s'était arrêté devant elle. « Je suis désolé », avait-il dit simplement. Pour tout. Margot n'avait pas répondu. Elle l'avait regardé partir, cet homme qui l'avait humilié et qui portait le poids des crimes de son père. Maintenant, face aux caméras, Margot inspira profondément. Maître Servet lui fit un signe de tête encourageant. Elle se pencha vers le micro. « Bonjour, je m'appelle Margot Dufresne. Je suis la petite fille d'Édouard Beaumont, fondateur de l'hôtel Belle Époque, en 1923. » Les flashs crépitèrent. Les caméras zoomèrent sur son visage. « Il y a 3 jours, je suis arrivée dans cet hôtel avec mes 4 enfants. Nous avions perdu notre maison dans un incendie il y a 6 mois. Mon mari, Jules Dufresne, notaire à Grasse, est mort dans cet incendie. Nous n'avions nulle part où aller. Plus d'argent. Plus d'espoir. » Sa voix était calme mais chargée d'émotion. Les journalistes notaient frénétiquement. Ce soir-là, le gérant de cet hôtel, M. Antoine Brochard, m'a humilié publiquement. Il s'est moqué de moi et de mes enfants. Il m'a proposé par dérision de me donner l'hôtel si j'arrivais à payer une nuit dans la pire chambre. Elle marqua une pause, laissant l'information pénétrer. J'ai payé, avec mes derniers 180 €. Et le lendemain, j'ai révélé qui j'étais vraiment. Elle fit signe à M. Vargas, qui commença à projeter des documents sur l'écran. L'acte de propriété original, l'arbre généalogique, le testament d'Édouard. Cet hôtel m'appartient légalement. Il appartenait à mon grand-père. Il aurait dû appartenir à ma mère, et maintenant il m'appartient. Les questions fusèrent immédiatement. Madame Dufresne, allez-vous poursuivre Monsieur Brochard en justice? Comment avez-vous découvert votre héritage? Que comptez-vous faire de l'hôtel? Margot leva la main pour demander le silence. J'ai demandé cette conférence de presse pour une raison précise, pas seulement pour revendiquer ma propriété. Cela, les tribunaux l'ont déjà confirmé, mais pour révéler quelque chose de beaucoup plus grave. Elle sortit la lettre d'Édouard de son sac et la leva pour que les caméras la filment.
Ceci est une lettre écrite par mon grand-père une semaine avant sa mort en 1985. Une lettre adressée à ma mère, Juliette, dans laquelle il explique qu'il a retrouvé sa trace et qu'il veut lui léguer l'hôtel. Une lettre qu'il n'a jamais pu envoyer. Le silence dans la salle était absolu. Mon grand-père est mort d'une crise cardiaque le 17 mai 1985. C'est ce que dit le certificat de décès. Mais j'ai des raisons de croire que sa mort n'était pas naturelle. L'explosion de questions fut assourdissante. Margot attendit qu'elle se calme avant de continuer. Georges Brochard, le père d'Antoine et gérant de l'hôtel à l'époque, savait qu'Édouard voulait changer son testament. Il savait qu'il allait perdre son poste et ses privilèges. Une semaine plus tard, Édouard était mort. Georges Brochard l'a trouvé. Georges Brochard a hérité de facto de la gestion de l'hôtel. Et pendant 40 ans, lui puis son fils ont systématiquement détourné des fonds, entre 2 et 3 millions d'euros. Les journalistes étaient déchaînés. Maître Servet prit le relais, expliquant les détails juridiques, montrant les preuves comptables, les virements suspects, les sociétés offshore. Une journaliste de France 3 leva la main. « Madame Dufresne, accusez-vous formellement Georges Brochard d'avoir assassiné votre grand-père » Margot choisit ses mots soigneusement. « Je ne peux pas le prouver devant un tribunal. Georges Brochard est mort en 2003, mon grand-père en 1985. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Un homme qui veut changer son testament pour déshériter son gérant meurt subitement une semaine plus tard, trouvé par ce même gérant. Ce gérant prend ensuite le contrôle de l'hôtel et vole des millions pendant des décennies. » Elle regarda directement la caméra. « À vous de juger. » Un journaliste du Figaro demanda « Qu'attendez-vous des autorités ?»« Je demande une enquête, une vraie enquête. 40 ans plus tard, je ne sais pas ce qui pourra être découvert. Mais je veux que la vérité soit recherchée. Mon grand-père mérite ça. Ma mère méritait ça. Et monsieur Antoine Brochard, allez-vous porter plainte contre lui ?» Margot hésita. C'était la question qu'elle redoutait. Elle avait passé 2 nuits à y réfléchir. Antoine Brochard a continué les malversations de son père pendant 20 ans. Il a volé mon héritage. Il m'a humilié. Elle inspira profondément. Mais il a aussi coopéré pleinement quand nous avons découvert la vérité. Il nous a donné accès à tous les documents. Il a témoigné des délires de son père sur son lit de mort. Elle marqua une pause. Je ne déposerai pas de plainte pénale contre Antoine Brochard. Mais je lui demande, ainsi qu'à la société Prestige Hôtellerie, de restituer tous les fonds détournés identifiables. J'ai déjà engagé un cabinet d'audit pour établir le montant exact. Et si cette restitution n'a pas lieu, alors oui, j'irai en justice. La conférence dura encore 1 heure. Questions, réponses, détails, documents. Quand ce fut terminé, Margot était épuisée, mais elle se sentait aussi libérée. Elle avait dit la vérité. Elle avait rendu justice à son grand-père d'une certaine façon. Les journalistes partirent, les caméras furent démontées. Le hall retrouva progressivement son calme. Maître Servet posa une main sur l'épaule de Margot. « Vous avez été parfaite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? L'histoire va faire le tour de France, peut-être même au-delà. La pression publique va être énorme. La société Prestige Hôtellerie va devoir réagir. Le parquet va peut-être ouvrir une enquête préliminaire, même si les chances d'aboutir sont minces après 40 ans. » Il sourit. « Mais surtout, vous avez votre hôtel, et vous devez décider ce que vous allez en faire. » Les jours suivants furent un tourbillon. L'histoire fit effectivement les gros titres. L'héritière oubliée, justice pour Margot, le scandale de l'hôtel Belle Époque. Les réseaux sociaux explosèrent, des milliers de messages de soutien, des dons spontanés que Margot refusa poliment. La société Prestige Hôtellerie, confrontée à un désastre de relations publiques, annonça sa dissolution volontaire et s'engagea à restituer tous les fonds dont l'origine douteuse pourra être établie. C'était une victoire partielle. Margot ne récupérerait probablement jamais les 3 millions entiers. Mais c'était un début. Le parquet de Nice ouvrit une enquête préliminaire sur les circonstances de la mort d'Édouard Beaumont. Les chances de découvrir quoi que ce soit après 40 ans étaient minces, mais au moins, la question était officiellement posée. Antoine Brochard avait quitté Nice. Selon les rumeurs, il était retourné vivre chez sa mère à Cannes, cherchant un emploi modeste loin de l'industrie hôtelière. Margot ne chercha pas à le contacter. Elle avait d'autres priorités. Découvrir son hôtel. Car même si l'hôtel Belle Époque lui appartenait légalement, elle ne le connaissait pas vraiment. Elle avait vu le hall, la chambre 612, la suite présidentielle, les caves.
Mais il y avait 52 chambres, un restaurant, un bar, des cuisines, des salons privés, des espaces de réception, un jardin intérieur, une terrasse sur le toit qu'elle n'avait même pas encore visitée. Un matin, une semaine après la conférence de presse, Margot décida de faire le tour complet. Elle confia les enfants à Madame Rousseau, la directrice adjointe de l'hôtel, une femme d'une 50aine d'années qui travaillait là depuis 30 ans et qui avait été horrifiée d'apprendre les malversations des brochards. Madame Rousseau était devenue une alliée précieuse. « Prenez votre temps, Madame Dufresne, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je m'occupe des petits, et appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Margot commença par le rez-de-chaussée. Le hall qu'elle connaissait déjà était magnifique sous la lumière du matin. Les lustres en cristal projetaient des arcs-en-ciel sur les murs. Le marbre brillait, impeccablement propre. À gauche du hall, le bar Art Déco. Des banquettes en velours vert émeraude, un long comptoir en bois précieux, des étagères remplies de bouteilles qui scintillaient comme des joyaux. Des affiches vintage au mur. Matisse, Chagall, Picasso. Une époque révolue qui respirait encore ici. Margot s'assit sur un tabouret de bar. Elle imagina son grand-père là, dans les années 1930-1940, servant des cocktails à des artistes, des écrivains, des stars de cinéma qui venaient profiter de la Riviera. L'hôtel Belle Époque avait été un lieu à la mode. Elle l'avait lu dans les vieilles coupures de presse que M. Vargas avait retrouvées. Joséphine Baker y avait séjourné. F. Scott Fitzgerald y avait écrit des pages de Tendre et la nuit. Coco Chanel y avait ses habitudes. Tout ce prestige, toute cette histoire. Et maintenant, c'était à elle de décider quoi en faire. Elle quitta le bar et entra dans le restaurant. Une grande salle avec des fenêtres donnant sur la rue Masséna. Des nappes blanches sur les tables, des chaises en bois sculptées. Une cuisine ouverte où elle pouvait voir les chefs préparer le déjeuner. L'odeur de l'ail, du romarin, de l'huile d'olive. Cela sentait la Provence, la Méditerranée, le Sud. Le chef, un homme d'une 40aine d'années avec un foulard rouge noué autour du cou, la salua. « Madame Dufresne, bienvenue. »« Bonjour, monsieur. » Leblanc, Thomas Leblanc, chef de cuisine depuis 10 ans. Il s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. « Je voulais vous dire ce qui s'est passé avec les brochards. Je ne savais rien. Aucun d'entre nous ne savait. Les vols, les détournements. On faisait notre travail, c'est tout. Je sais, monsieur Leblanc. Je ne vous en tiens pas responsable. Merci. » Il sembla soulagé. « Et si je peux me permettre, je suis content que vous soyez là. Cet hôtel mérite une vraie propriétaire, pas des gestionnaires qui ne pensent qu'au profit. » Margot sourit. « J'espère être à la hauteur. Vous l'êtes déjà. » Thomas retourna à ses fourneaux. « Revenez à 13h. Je vous préparerai quelque chose de spécial. » Margot continua sa visite. Elle monta au premier étage. Un long couloir avec des portes numérotées de 101 à 112. Elle ouvrit quelques chambres au hasard. Toutes différentes, mais toutes élégantes. Lits confortables, salle de bain moderne, petit balcon donnant sur la rue ou sur la cour intérieure. Deuxième étage. Même chose. Troisième étage. Les chambres étaient légèrement plus grandes, plus luxueuses. Quatrième étage. Elle s'arrêta devant la suite Beaumont, hésita, puis ouvrit la porte. La lumière du matin inondait le salon. La vue sur la mer était à couper le souffle. Elle s'approcha des baies vitrées et regarda l'horizon. Le bleu infini, les voiles blanches des bateaux, les mouettes qui criaient. Son grand-père avait vécu ici. Il avait regardé cette même vue chaque matin. Il avait vieilli dans ces murs, et il était mort ici. Elle sentit une présence, pas une présence réelle, bien sûr, mais quelque chose, une impression que son grand-père n'était pas totalement parti, qu'il observait, qu'il approuvait. « Je vais prendre soin de ton hôtel, grand-père, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Elle resta là un long moment, puis ferma doucement la porte derrière elle. 5e étage, 6e étage. Elle passa devant la chambre 612, celle où elle avait dormi la première nuit. Elle sourit. Cette chambre avec sa tuyauterie gémissante et sa vue sur un mur de briques. Cette chambre qui avait coûté ses derniers 180 €, elle la transformerait. Elle en ferait quelque chose de spécial, un symbole. Enfin, elle monta au toit. Une porte métallique s'ouvrait sur une terrasse qu'elle n'avait pas encore vue. Et là, elle s'arrêta, émerveillée. C'était un jardin suspendu. Des pots en terre cuite remplis de lavande, de romarin, de jasmin. Des oliviers en bac.
Une pergola couverte de glycine qui n'était pas encore en fleurs mais qui devait être spectaculaire au printemps. Des chaises longues, des tables basses. Et partout, cette vue. Nice qui s'étendait à leurs pieds, les toits de tuiles rouges, la mer, les collines en arrière-plan. C'est magnifique, souffla Margot. C'est votre grand-père qui l'a créé. Elle se retourna. Madame Rousseau était là, essoufflée d'avoir monté les escaliers. Pardon de vous déranger. Les enfants vont bien, ne vous inquiétez pas, mais je voulais vous montrer quelque chose. Elle tendit à Margot une vieille photographie en noir et blanc. On y voyait Édouard Beaumont, beaucoup plus jeune, sur cette même terrasse en construction. Il plantait un olivier. C'était en 1925, expliqua Madame Rousseau, 2 ans après l'ouverture. Monsieur Beaumont disait qu'un hôtel sans jardin n'était qu'un bâtiment. Il voulait que ses clients puissent là toucher la terre, sentir les plantes, même au cœur de la ville. Margot regarda la photo, puis les oliviers autour d'elle. Certains avaient donc 100 ans. 100 ans qu'ils poussaient ici, témoin silencieux de l'histoire de l'hôtel. Madame Rousseau, depuis combien de temps travaillez-vous ici? 32 ans. J'ai commencé comme femme de chambre à 18 ans. Vous avez connu mon grand-père? Brièvement. J'avais 18 ans quand il est mort. Je me souviens de lui comme d'un homme gentil, toujours un mot aimable pour le personnel. Très différent de Georges Brochard. Elle hésita. Monsieur Beaumont traitait ses employés avec respect. Monsieur Brochard, moins. Et Antoine? Antoine était mieux que son père. Mais il était faible. Il laissait faire. Madame Rousseau regarda Margot droit dans les yeux. Vous n'êtes pas comme eux, Madame Dufresne. Vous êtes comme votre grand-père, je le sens. Margot sentit les larmes monter. J'espère que vous avez raison. Je le sais. Madame Rousseau sourit. Et maintenant, si vous voulez bien me suivre, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Madame Rousseau conduisit Margot jusqu'à un petit bureau au 2e étage, à côté de la réception secondaire. C'était mon bureau quand je suis devenue directrice adjointe il y a 10 ans. Elle ouvrit une armoire et en sortit un carnet relié en cuir marron, usé par le temps. Votre grand-père tenait un journal. Enfin, pas vraiment un journal intime, plutôt un carnet d'idées. 2 projets pour l'hôtel. Elle le tendit à Margot qui l'ouvrit avec précaution. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture élégante à l'encre bleue. Janvier 1960, transformer la terrasse en jardin méditerranéen, commander olivier, lavande, citronnier, mars 1962, installer ascenseur moderne. Les clients âgés ont du mal avec les escaliers. Août 1970. Marguerite partit aujourd'hui. L'hôtel me semble vide sans elle. Mais je dois continuer. Pour Juliette, pour les clients, pour tous ceux qui dépendent de cet endroit. Décembre 1980. Idée. Pourquoi ne pas réserver quelques chambres pour les familles en difficulté? Noël approche. Tant de gens dorment dans la rue. L'hôtel a de la place. Nous avons les moyens d'aider. Margot s'arrêta sur cette dernière entrée. Elle l'a relue 3 fois. Il voulait aider les gens, murmura-t-elle. Oui, mais Georges Brochard a refusé. Il disait que ça nuirait à l'image de l'hôtel. Que les clients fortunés ne voudraient pas côtoyer des nécessiteux. Madame Rousseau secoua la tête. Votre grand-père a abandonné l'idée, mais j'ai toujours pensé que c'était dommage. Margot continua de feuilleter le carnet. D'autres idées, d'autres projets, certains réalisés, d'autres non. Et sur l'une des dernières pages, datée d'avril 1985, 1 mois avant sa mort, mon dernier grand projet, retrouver Juliette, lui donner l'hôtel. Et peut-être, si elle accepte, transformer une partie en refuge, un endroit où les familles brisées peuvent se reconstruire. C'est ce que Marguerite aurait voulu. Margot ferma le carnet, le cœur battant. Madame Rousseau, est-ce qu'on a encore des chambres vides en permanence? Oui, au 6e étage surtout. Les chambres 610 à 620. Elles sont vieilles, moins luxueuses. On les loue rarement. Antoine parlait souvent de les rénover, mais il ne l'a jamais fait. Combien de chambres cela fait-il? 10 chambres, plus quelques autres éparpillées dans les autres étages. En tout, on doit avoir une quinzaine de chambres peu ou pas utilisées. Margot se leva, le carnet serré contre elle. Une idée prenait forme dans son esprit, une idée folle, une idée magnifique. Madame Rousseau, j'ai besoin de votre aide. Tout ce que vous voulez. Je veux réaliser le dernier projet de mon grand-père. 3 semaines plus tard, Margot convoqua une réunion de tout le personnel de l'hôtel. 32 employés, réceptionnistes, femmes de chambre, serveurs, cuisiniers, concierges, techniciens de maintenance.
Ils se rassemblèrent dans le restaurant après le service du déjeuner, curieux et légèrement inquiets. Margot se tenait debout devant eux, Madame Rousseau à ses côtés. Elle avait passé ces 3 semaines à travailler sur son projet, avec l'aide de maîtres Servet, d'architectes, de travailleurs sociaux, d'associations caritatives. « Merci d'être venu », commença-t-elle. « Je sais que ces dernières semaines ont été inhabituelles. Un changement de propriétaire, un scandale public, beaucoup d'incertitudes. Je veux d'abord vous rassurer, personne ne perdra son emploi. Au contraire, si vous le souhaitez, vous travaillerez tous encore ici dans 10 ans, 20 ans. L'hôtel Belle Époque est votre maison autant que la mienne. » Des murmures soulagés parcoururent l'assemblée. « Mais je veux aussi vous parler d'un changement, un grand changement. » Elle prit une profonde inspiration. « Je vais transformer 2 étages de cet hôtel, les 5e et 6e étages, en refuge temporaire pour familles en difficulté. » Le silence qui suivit fut total. Certains employés se regardèrent, perplexes. D'autres froncèrent les sourcils. « Ce refuge s'appellera la maison Beaumont-Dufresne, en mémoire de mon grand-père Édouard et de mon mari Jules. Il offrira 15 chambres gratuites à des familles qui traversent une crise. Incendie, expulsion, violence domestique, catastrophe naturelle. Elles pourront rester entre 2 semaines et 3 mois, le temps de se reconstruire, de trouver un logement stable, un emploi. » Une femme de chambre, Madame Pereira, leva timidement la main. « Madame Dufresne, pardon, mais comment cela va-t-il fonctionner? Je veux dire, avec les autres clients? Les clients qui paient? » Excellente question. Margot fit signe à Madame Rousseau qui distribua des dossiers à tous les présents. Les 4 premiers étages continueront de fonctionner normalement comme hôtel de luxe. Les clients ne seront pas affectés. Les 2 derniers étages auront une entrée séparée, leur propre réception, leur propre personnel. 2 mondes distincts sous le même toit. « Mais financièrement ?» demanda Monsieur Leblanc, le chef. « Comment allez-vous payer pour tout ça ?»« Les profits générés par l'hôtel de luxe financeront le refuge. J'ai fait faire des projections par un cabinet comptable. L'hôtel Belle Époque est rentable. Très rentable même, quand on enlève les détournements. Nous avons largement les moyens de soutenir 15 chambres gratuites. » Elle marqua une pause, laissant l'information pénétrer. « Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques. Vous vous demandez si c'est viable, si ça va marcher, si les clients fortunés ne vont pas fuir. » Elle regarda chacun d'eux dans les yeux. « Mais laissez-moi vous dire ceci. Mon grand-père a fondé cet hôtel avec l'idée que l'hospitalité n'est pas seulement un business. C'est une valeur, un acte d'humanité. Accueillir les gens, les traiter avec dignité. » Elle sortit le carnet d'Édouard de son sac et le tint en l'air. Il a écrit 1 mois avant sa mort qu'il voulait transformer une partie de l'hôtel en refuge. Il n'a pas pu le faire, mais moi je peux, et je vais le faire. Pas seulement parce que c'était son rêve, mais parce que j'ai vécu ce que ces familles vivent. Il y a 1 mois, j'étais l'une d'elles, sans toit, sans argent, humiliée. Sa voix se brisa légèrement. Si quelqu'un m'avait offert un endroit sûr, propre, digne, où mes enfants auraient pu dormir sans avoir peur, cela aurait tout changé. Alors maintenant que j'ai les moyens d'offrir cela à d'autres, comment pourrais-je ne pas le faire? Le silence dans la salle n'était plus sceptique. Il était ému. Madame Pereira se leva. « Madame Dufresne, je pense que c'est une belle idée, une très belle idée. » D'autres acquiescèrent, puis quelqu'un applaudit, puis un autre. Bientôt, toute la salle applaudissait. Thomas Leblanc s'approcha. « Madame Dufresne, est-ce que les familles du refuge mangeront au restaurant? » « Non, elles auront une cuisine commune au 6e étage où elles pourront préparer leur repas, mais... » Elle le regarda. « Si vous vouliez leur préparer un repas chaud de temps en temps, je ne serais pas contre. » Thomas sourit largement. « Considérez que c'est fait. » Les travaux commencèrent immédiatement. Margot engagea une entreprise de rénovation pour transformer les 5e et 6e étages. Les chambres furent repeintes, les salles de bain modernisées. Une cuisine commune fut installée au 6e étage avec des réfrigérateurs, des plaques de cuisson, une grande table où les familles pourraient manger ensemble. La chambre 612, celle où Margot avait dormi sa première nuit, fut transformée en bureau d'accueil pour la maison Beaumont-Dufresne. Margot y passa des heures à établir des partenariats avec des associations. Emmaüs, le Secours populaire, la Croix-Rouge, des centres d'aide aux victimes de violences domestiques. Elle recruta également une coordinatrice sociale à temps plein. Madame Colette Arnaud, 55 ans,
ancienne travailleuse sociale qui avait passé 30 ans à aider les sans-abri. Colette tomba immédiatement amoureuse du projet. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », dit-elle lors de leur premier entretien. Un endroit où les familles peuvent reprendre leur souffle, où elles ne sont pas traitées comme des numéros, mais comme des êtres humains. Pendant ce temps, Margot s'occupait aussi de gérer l'hôtel lui-même. Elle découvrait chaque jour de nouvelles facettes de ce monde. Les réservations, les plaintes de clients, les problèmes de plomberie, les négociations avec les fournisseurs. C'était épuisant. Mais c'était aussi exaltant. Les enfants s'adaptaient remarquablement. Léonie avait été inscrite dans une école publique du quartier. Elle se faisait des amis. Les jumeaux fréquentaient la même école et adoraient raconter à leurs camarades qu'ils vivaient dans un hôtel. Camille, la plus jeune, passait ses journées à explorer les couloirs, devenant la mascotte officieuse du personnel. Un soir, alors que Margot bordait Léonie dans leur nouvelle chambre, une suite familiale au 3e étage qu'elle avait aménagée pour eux, sa fille lui posa une question. « Maman, tu crois que papa serait fier de nous ?» Margot sentit sa gorge se serrer. « Oh oui, ma chérie, très fier. C'est grâce à lui qu'on a retrouvé l'hôtel, non? Grâce à ses recherches? Oui, tout est grâce à lui. Alors, d'une certaine façon, il est encore avec nous. » Margot caressa les cheveux de sa fille. « Oui, il sera toujours avec nous. » 2 mois après la conférence de presse, la maison Beaumont-Dufresne était prête. Les travaux étaient terminés, le personnel formé, les partenariats établis, les premières familles sélectionnées. Margot organisa une inauguration officielle. Elle invita les médias, les représentants des associations caritatives, le maire de Nice, même le préfet des Alpes-Maritimes. Elle voulait que ce projet ait une visibilité maximale, que d'autres hôtels, d'autres propriétaires s'en inspirent. Le jour de l'inauguration, un samedi ensoleillé de janvier, le hall de l'hôtel Belle Époque était rempli de monde. Des journalistes, des officiels, des bénévoles, des curieux. Et surtout les 5 premières familles qui allaient vivre à la maison Beaumont-Dufresne. Une mère célibataire avec 2 enfants qui avaient fui un mari violent. Un couple de retraités qui avaient perdu leur maison dans un incendie. Une jeune femme enceinte qui venait d'être expulsée de son appartement. Un père veuf avec 3 enfants dont la maison avait été inondée. Une famille de réfugiés syriens qui avaient obtenu l'asile en France. Margot les accueillit personnellement, serrant la main de chacun, regardant les enfants dans les yeux, leur disant « Bienvenue chez vous ». Puis elle monta sur une petite estrade installée dans le hall pour prononcer un discours. « Il y a 2 mois et demi, je suis arrivée ici avec mes 4 enfants. Nous n'avions rien. Nous étions épuisés, affamés, désespérés. Le gérant de cet hôtel m'a humilié. Il s'est moqué de nous. Il nous a traités comme si nous ne méritions pas d'exister. » Les familles accueillies écoutaient, bouleversées. Elles se reconnaissaient dans son histoire. Mais j'ai découvert quelque chose ce soir-là. J'ai découvert que cet hôtel m'appartenait, qu'il avait été construit par mon grand-père avec l'intention d'offrir de l'hospitalité, de la dignité, du respect. Elle regarda le portrait d'Édouard qu'elle avait fait encadrer et accrocher au-dessus de la réception. Mon grand-père voulait transformer une partie de cet hôtel en refuge. Il n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, je réalise son rêve. Aujourd'hui, la maison Beaumont-Dufresne ouvre ses portes. Les applaudissements éclatèrent. Margot vit plusieurs personnes essuyer des larmes. Ce refuge n'est pas une charité, c'est un droit. Le droit à un toit. Le droit à la dignité. Le droit à une seconde chance. Elle regarda les 5 familles. Vous n'êtes pas ici par pitié. Vous êtes ici parce que vous méritez d'être ici. Parce que vous êtes des êtres humains qui traversent une tempête et tout le monde a besoin d'un abri pendant la tempête. Elle descendit de l'estrade et s'approcha de la première famille, la mère célibataire et ses 2 enfants. La femme, la trentaine, avait des bleus qui s'estompaient sur le visage. « Comment vous appelez-vous » demanda Margot doucement. « Sophie, Sophie Moreau. Bienvenue, Sophie. » Margot se pencha vers les enfants. « Et vous, comment vous appelez-vous »« Lucas, » dit le garçon de 8 ans. « Emma, » chuchota la petite fille de 5 ans. Margot leur sourit. « Lucas, Emma, il y a un jardin sur le toit avec des oliviers qui ont 100 ans. Si vous voulez, je vous y emmènerai demain et je vous raconterai l'histoire de cet hôtel. D'accord ?» Les enfants hochèrent la tête, timides mais émerveillés. Margot fit le tour de toutes les familles, passant du temps avec chacune, apprenant leurs histoires, leur faisant sentir qu'elles comptaient. Le maire de Nice s'approcha. « Madame Dufresne, ce que vous faites ici est remarquable.
Vraiment remarquable. La ville de Nice est fière de vous. Merci, monsieur le maire. Mais je ne fais que ce que mon grand-père aurait voulu. Votre grand-père serait très fier. Il hésita. J'ai une question. Ce projet est-il reproductible? D'autres hôtels pourraient-ils faire la même chose? Absolument, c'est même mon espoir. Margot lui tendit un dossier. Voici le modèle économique complet. Les coûts, les partenariats, les aspects légaux. Je le mets à disposition de quiconque veut s'en inspirer. Le maire feuilleta le dossier, impressionné. Je vais le faire circuler. Les premières semaines de la maison Beaumont-Dufresne furent à la fois chaotiques et merveilleuses. Les familles apprenaient à cohabiter. La cuisine commune devint rapidement le cœur du refuge, un endroit où les femmes échangèrent des recettes, où les hommes discutaient de leur recherche d'emploi, où les enfants faisaient leurs devoirs ensemble. Sophie Moreau, la femme qui avait fui son mari violent, retrouvait progressivement confiance en elle. Colette, la coordinatrice sociale, l'aida à déposer une plainte officielle et à obtenir une ordonnance de protection. Sophie commença également à chercher un emploi. Elle avait été infirmière avant que son mari ne l'oblige à arrêter de travailler. Le couple de retraités, monsieur et madame Blanc, passait ses journées à aider les autres familles. Madame Blanc cuisinait pour tout le monde. Monsieur Blanc, ancien enseignant, donnait des cours de soutien scolaire aux enfants. La jeune femme enceinte, Océane, 19 ans, était la plus discrète. Elle restait souvent dans sa chambre. Margot s'inquiéta et demanda à Colette de lui parler. « Elle a peur », expliqua Colette. Elle a été mise à la porte par sa famille quand ils ont appris qu'elle était enceinte. Elle se sent seule, abandonnée. « Je vais lui parler », dit Margot. Elle frappa à la porte d'Océane. « Océane ? C'est Margot, je peux entrer ?» Un silence, puis « Oui ». Margot entra. Océane était assise sur son lit, les genoux repliés, les mains sur son ventre arrondi. « Comment tu te sens ?» Fatiguée, effrayée. Océane leva les yeux. « Je ne sais pas comment je vais faire. Avoir un bébé, m'en occuper. Je n'ai que 19 ans. Je n'ai rien. » Margot s'assit à côté d'elle. « Tu sais, j'avais 23 ans quand j'ai eu Léonie. J'étais terrifiée. Je me disais, comment je vais faire pour élever un enfant? Je suis à peine adulte moi-même. Et comment vous avez fait? Jour après jour, un pas à la fois. » Margot prit la main d'Océane. Et je n'étais pas seule. J'avais Jules, j'avais des amis, j'avais de l'aide. Toi aussi tu auras de l'aide. Tu as Colette, tu as Sophie et les autres. Tu m'as, moi. Mais après avoir quitté cet endroit, on t'aidera à trouver un logement, un travail, une crèche pour le bébé. Tu ne seras pas seule, Océane, je te le promets. Océane se mit à pleurer. Margot la serra dans ses bras, sentant le bébé bouger entre elles. « Tu vas être une bonne mère », murmura Margot. « Je le sais. » Mais tout n'était pas facile. Un matin, Margot reçut une plainte d'un client de l'hôtel de luxe, un homme d'affaires italien qui séjournait au 3e étage. « Madame Dufresne, je dois vous parler. » Il était furieux. « J'ai payé 300 € la nuit pour cette chambre. Et ce matin, dans l'ascenseur, je me suis retrouvé avec des gens qui n'avaient clairement pas leur place ici. Des enfants bruyants, des vêtements bon marché, c'est inacceptable. » Margot sentit la colère monter, mais elle garda son calme. « Monsieur Ferretti, je comprends votre préoccupation, mais permettez-moi de vous expliquer quelque chose. » Elle le regarda droit dans les yeux. « L'hôtel a toujours été un lieu d'hospitalité, pour tous. Mon grand-père l'a construit avec cette vision. Oui, nous avons des chambres de luxe. Oui, nous offrons un service de qualité. Mais nous offrons aussi un refuge à des familles en difficulté. Et ces familles ont autant le droit d'être ici que vous. Mais si cela vous pose un problème, je peux vous rembourser intégralement et vous pouvez trouver un autre hôtel. Mais sachez que la maison Beaumont-Dufresne fait partie intégrante de l'hôtel Belle Époque. Les deux coexistent. » Monsieur Ferretti ouvrit la bouche, la referma. Puis, à la surprise de Margot, il sourit. « Vous savez quoi? Vous avez raison. » Il secoua la tête. « J'ai été un imbécile. Pardonnez-moi. Il n'y a rien à pardonner. » « Non, vraiment. » Il sembla réfléchir. « Ma mère était réfugiée. Elle a fui la guerre en Bosnie dans les années 90. Elle n'avait rien. Et quelqu'un l'a aidée, lui a donné un endroit où dormir. » Il regarda Margot avec un respect nouveau. « Ce que vous faites ici, c'est important, très important. » Il resta pour le reste de son séjour, et quand il partit, il laissa un don de 1 000 € pour la maison Beaumont-Dufresne.
Mais toutes les plaintes ne se terminaient pas aussi bien. Certains clients annulèrent leur réservation en apprenant l'existence du refuge. Certains laissèrent des avis négatifs en ligne. L'hôtel n'est plus ce qu'il était. Trop de diversité, pas assez exclusif. Margot les lisait le soir, dans son bureau, le cœur lourd. Madame Rousseau vint la voir un soir où elle semblait particulièrement découragée. Madame Dufresne ne les écoutait pas. Mais si on perd trop de clients, si l'hôtel n'est plus rentable, regardez. Madame Rousseau lui montra une autre série d'avis. Pour chaque client qui part, 2 nouveaux arrivent. Des clients qui veulent soutenir votre projet. Des clients qui apprécient que l'hôtel ait des valeurs. C'était vrai. De nouveaux clients réservaient spécifiquement à l'hôtel Belle Époque parce qu'ils admiraient la maison Beaumont-Dufresne. Des familles, des jeunes couples, des personnes engagées socialement. L'hôtel changeait de clientèle. Il devenait quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. 4 mois après l'ouverture de la maison Beaumont-Dufresne, par un après-midi pluvieux d'avril, Antoine Brochard revint. Margot était dans son bureau au 2e étage, examinant les comptes trimestriels avec Madame Rousseau, quand la réceptionniste appela. « Madame Dufresne, il y a Monsieur Brochard en bas. Antoine Brochard. Il demande à vous voir. » Margot sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas revu Antoine depuis son départ en décembre. Elle avait entendu des rumeurs, qu'il travaillait comme réceptionniste de nuit dans un petit hôtel à Cannes, qu'il vivait modestement, qu'il suivait une thérapie. « Faites-le monter », dit-elle après un moment d'hésitation. Madame Rousseau fronça les sourcils. « Vous êtes sûr ?»« Oui. » Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. « Entrez !» Antoine apparut. Margot eut du mal à le reconnaître. Il avait maigri. Ses cheveux étaient plus longs, grisonnants aux tempes. Il portait un jean et un pull simple, très loin des costumes impeccables d'autrefois. Ses yeux étaient cernés mais clairs. Il avait l'air sobre, humble. « Madame Dufresne, merci de me recevoir. Monsieur Brochard, asseyez-vous. » Il s'assit sur le bord de la chaise, nerveux. Madame Rousseau resta debout près de la porte, protectrice. « Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, » commença Antoine. « Je voulais juste vous voir, vous parler, si vous acceptez. »« Je vous écoute. » Antoine joignit les mains. « Ces 4 derniers mois ont été difficiles. J'ai perdu mon poste, ma réputation, mon confort. J'ai dû déménager chez ma mère à Cannes, trouver un travail de nuit dans un hôtel minable. » Il eut un rire amer. « L'ironie, n'est-ce pas? Moi qui méprisais les gens modestes, je suis devenu l'un d'eux. Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Brochard? Pour m'excuser, vraiment m'excuser. » Il leva les yeux vers elle. « Ce que je vous ai fait ce soir-là, l'humiliation, la cruauté, c'était impardonnable. J'ai honte, profondément honte. » Margot ne dit rien. Elle attendit. « J'ai commencé une thérapie, » continua Antoine, « pour comprendre pourquoi j'étais devenu cet homme, pourquoi j'avais perpétué les crimes de mon père, pourquoi j'avais traité les gens avec tant de mépris. » Il inspira profondément, et j'ai compris que je reproduisais ce que mon père m'avait appris, que la valeur d'une personne se mesure à son argent, que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne méritent pas mieux, que la gentillesse est une faiblesse. Et maintenant je sais que j'avais tort, complètement tort. Il sortit une enveloppe de sa poche. J'ai vendu mon appartement à Nice, c'était tout ce qui me restait. J'ai remboursé autant que j'ai pu des dettes de la société Prestige Hôtellerie. Il reste encore ceci. Il posa l'enveloppe sur le bureau. Margot l'ouvrit. C'était un chèque de 85 000 €. C'est tout ce que j'ai, dit Antoine. Je sais que ce n'est qu'une fraction de ce qui a été volé, mais c'est tout ce que je peux donner. Margot regarda le chèque, puis Antoine. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, je le suis. Il se leva. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que je regrette, sincèrement. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. J'ai lu sur la maison Beaumont-Dufresne ce que vous avez fait. C'est remarquable. Votre grand-père serait fier. Merci. Antoine ouvrit la porte, mais Margot l'arrêta. Monsieur Brochard. Il se retourna. Qu'est-ce que vous faites maintenant, professionnellement? Je suis réceptionniste de nuit à l'hôtel Azur, près de la gare de Cannes. C'est un travail simple, peu payé, mais c'est honnête. Margot réfléchit un long moment. Madame Rousseau la regardait avec des yeux écarquillés, devinant ce qu'elle s'apprêtait à faire. Monsieur Brochard, avez-vous déjà travaillé avec des populations vulnérables? Antoine cligna des yeux. Non,
Jamais. Aimeriez-vous apprendre? Le silence qui suivit fut chargé d'incrédulité. Vous êtes en train de me proposer un travail? Antoine semblait ne pas en croire ses oreilles. Je vous propose de devenir assistant à la maison Beaumont-Dufresne, sous la supervision de Colette, notre coordinatrice sociale. Salaire modeste, horaire difficile, travail exigeant. Margot le fixa intensément. Vous aiderez des familles qui vivent ce que vous m'avez fait vivre. L'humiliation, la pauvreté, le désespoir, peut-être que cela vous apprendra l'empathie. Antoine resta figé, bouche ouverte. Des larmes montèrent à ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Ça, dites oui ou non? Oui. La voix d'Antoine se brisa. Oui, je veux essayer. Alors présentez-vous lundi prochain à 8 heures. Colette vous formera. Margot se radoucit légèrement. Et monsieur Brochard, c'est votre dernière chance. Ne la gâchez pas. Je ne la gâcherai pas, je vous le promets. Après son départ, Madame Rousseau se tourna vers Margot, stupéfaite. Vous êtes sérieuse? Vous allez l'embaucher, après tout ce qu'il vous a fait? Mon grand-père croyait en la rédemption, répondit Margot calmement. Et moi aussi, Antoine a fait des choses terribles, mais il reconnaît ses erreurs. Il veut changer. Qui suis-je pour lui refuser cette chance? Vous êtes trop bonne. Non, je suis juste. Nuance. Pendant ce temps, l'enquête préliminaire sur la mort d'Édouard Beaumont progressait lentement. Le procureur avait désigné un juge d'instruction, Madame Claire Fontaine, ironiquement la petite-fille du notaire qui avait conseillé Georges Brochard. Elle avait accepté le dossier avec un mélange de curiosité professionnelle et de malaise familial. Un matin de mai, elle convoqua Margot à son bureau au palais de justice de Nice. « Madame Dufresne, merci d'être venue. » Madame Fontaine était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris courts, regard perçant. « J'ai lu votre dossier, plusieurs fois, et j'ai examiné toutes les pièces que vous avez fournies. Et je dois être honnête avec vous, les chances de prouver quoi que ce soit après 40 ans sont extrêmement minces. » Elle sortit un dossier. « J'ai retrouvé le rapport d'autopsie de votre grand-père. Il indique une mort par arrêt cardiaque. Aucune trace de violence. Aucun signe d'empoisonnement évident. » Évident? Car certains poisons laissent peu de traces, surtout après tant d'années. Mais sans corps à exhumer. Elle secoua la tête. « Votre grand-père a été incinéré en 1985. Il ne reste rien à analyser. » Margot sentit l'espoir s'évaporer. « Donc il n'y a rien à faire. » « Je n'ai pas dit ça. » Madame Fontaine se pencha en avant. « J'ai interrogé plusieurs témoins de l'époque, anciens employés de l'hôtel, voisins, amis de votre grand-père, et un pattern émerge. » Quel pattern? Dans les semaines précédant sa mort, Édouard Beaumont semblait inquiet. Plusieurs personnes l'ont entendu se disputer avec Georges Brochard, violemment. Un ancien serveur se souvient d'une scène particulièrement intense 3 jours avant la mort d'Édouard. Votre grand-père aurait dit « Vous n'avez aucun droit sur cet hôtel, aucun, et je vais m'assurer que vous ne l'aurez jamais. » Margot frissonna. « J'ai également découvert quelque chose d'intéressant dans les registres de l'hôtel. » Madame Fontaine sortit une photocopie. Le jour de la mort d'Édouard, Georges Brochard a commandé le déjeuner de votre grand-père, un plateau repas livré directement dans la suite Beaumont. Il l'a empoisonné. Je ne peux pas le prouver. Le juge soupira. « Mais oui, c'est une possibilité. Une forte possibilité. Georges avait l'accès, le mobile, l'opportunité. Édouard était cardiaque sous traitement. Il aurait été facile de provoquer une crise avec certaines substances et impossible à détecter 40 ans plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait? Légalement? Pas grand-chose. L'enquête sera probablement classée sans suite faute de preuves suffisantes. » Madame Fontaine regarda Margot avec empathie. « Mais moralement? L'histoire est claire. Votre grand-père a très probablement été assassiné par Georges Brochard. Et vous avez le droit de le dire publiquement. Je veux que ce soit dans le rapport officiel. Je peux inclure dans mes conclusions que des présomptions sérieuses existent quant à une intervention criminelle dans le décès d'Édouard Beaumont, mais que l'absence de preuves matérielles après 40 ans rend toute poursuite impossible. » Elle hésita. « C'est le mieux que je puisse faire. C'est suffisant. » Margot se leva. « Merci, Madame la juge. Madame Dufresne, une dernière chose. » Madame Fontaine sembla mal à l'aise. « Mon grand-père, maître Gérard Fontaine, était l'avocat de Georges Brochard. J'ai retrouvé certains de ses dossiers. Il savait que Georges avait des soupçons sur lui. Et il l'a couvert. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que j'ai honte.
Honte que mon grand-père ait pu être complice d'un meurtre. Elle tendit un dossier à Margot. Voici ses notes. Elle montre qu'il avait des doutes. Qu'il a conseillé à Georges de rester discret et de ne jamais en parler à personne. C'est de l'obstruction à la justice. Margot prit le dossier, émue par le geste. Merci, vraiment. C'est la moindre des choses. Les mois suivants furent une période de transformation extraordinaire, tant pour l'hôtel que pour les personnes qui y vivaient. La maison Beaumont-Dufresne accueillit sa 10e famille en juin, puis sa 15e en juillet. Toutes les chambres étaient occupées. Colette, la coordinatrice sociale, travaillait sans relâche pour aider chaque famille à se reconstruire. Sophie Moreau, la femme qui avait fui son mari violent, obtint un emploi d'infirmière à l'hôpital de Nice. Elle économisa suffisamment pour louer un petit appartement avec ses enfants. Le jour de son départ de la maison, elle serra Margot dans ses bras en pleurant. « Vous m'avez sauvé la vie. » Littéralement. « Non, Sophie, vous vous êtes sauvée vous-même. J'ai juste offert un endroit sûr pour le faire. » Océane, la jeune femme enceinte, donna naissance à une petite fille en mai. Elle l'appela Margot. Quand elle l'annonça à Margot, celle-ci fondit en larmes. « Tu es sûre? Tu veux vraiment lui donner mon nom? Vous m'avez montré qu'on peut renaître, que les erreurs ne définissent pas qui on est. » Océane tenait le bébé contre elle. « Je veux que ma fille grandisse en sachant qu'il y a des gens bons dans le monde, des gens comme vous. » Le couple de retraités, les Blancs, quitta la maison après avoir retrouvé un logement. Mais il revenait chaque semaine en tant que bénévole. Madame Blanc cuisinait pour les nouvelles familles. Monsieur Blanc continuait ses cours de soutien scolaire. « On ne peut pas partir complètement, » expliqua Madame Blanc. « Cet endroit est devenu notre famille. » Quant à Antoine Brochard, il se révéla être un travailleur acharné. Il arrivait chaque matin à 7 heures, partait à 19 heures. Il aidait les familles avec leurs démarches administratives, les accompagnait aux rendez-vous médicaux, jouait avec les enfants, réparait les petits problèmes dans les chambres. Au début, les familles se méfièrent de lui. Colette leur avait expliqué qui il était, ce qu'il avait fait. Mais progressivement, voyant son humilité et son dévouement, elles lui accordèrent leur confiance. Un jour, Margot le surprit assis dans la cuisine commune avec un jeune père de famille, un Syrien nommé Hassan, qui cherchait du travail. « Tu vois, Hassan, l'important c'est de ne jamais abandonner, » disait Antoine. « J'ai été au fond du gouffre. J'avais tout perdu. Ma réputation, mon argent, mon respect de moi-même. Mais j'ai continué. Et regarde où je suis maintenant. Mais vous avez un travail maintenant. Moi, personne ne veut m'embaucher. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. » Antoine posa une main sur l'épaule d'Hassan. « Continue de frapper aux portes. Continue de croire. Quelqu'un finira par dire oui. » Margot s'éloigna discrètement, le cœur gonflé. Antoine changeait. Réellement. En septembre, l'histoire de la maison Beaumont-Dufresne atteignit l'échelle nationale. Une journaliste de France 2 réalisa un reportage de 30 minutes qui fut diffusé aux heures de grande écoute. L'impact fut immédiat et massif. Des dizaines d'hôtels à travers la France contactèrent Margot pour s'inspirer de son modèle. Le ministère du Logement l'invita à Paris pour présenter son projet. Des célébrités firent des dons. Emma Watson, actrice et militante, visita la maison et posta des photos sur ses réseaux sociaux, générant des millions de vues. Mais l'événement le plus significatif eut lieu en octobre. Le président de la République française, lors d'un discours sur la cohésion sociale, mentionna explicitement la maison Beaumont-Dufresne comme un modèle d'innovation sociale et d'humanité que toute la France devrait suivre. Puis il invita Margot à l'Élysée. Le jour de la rencontre, Margot était terrifiée. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans le bureau du président. Elle porta la même robe bleue que lors de la conférence de presse. Elle n'en avait pas d'autre assez élégante. Le président, un homme d'une 60aine d'années au regard intelligent, la reçut chaleureusement. « Madame Dufresne, je suis honoré de vous rencontrer. Ce que vous avez accompli à Nice est extraordinaire. » « Merci, Monsieur le Président. J'ai une proposition à vous faire. » Il s'assit, l'invitant à faire de même. « Le gouvernement souhaite lancer un programme national inspiré de votre modèle, les maisons de la dignité. Des refuges temporaires dans les hôtels volontaires, financés en partie par des subventions publiques. » Margot sentit son cœur battre plus vite. « C'est une merveilleuse idée. Nous voudrions que vous soyez l'ambassadrice de ce programme, que vous aidiez à le structurer, à former les équipes, à garantir qu'il respecte les valeurs que vous avez établies. » Il sourit. « Êtes-vous intéressé ? » « Oui, absolument. » « Parfait. » Le président se leva
et lui serra la main. Vous avez transformé une tragédie personnelle en quelque chose de magnifique. C'est le meilleur de l'humanité. La France est fière de vous. En quittant l'Élysée, Margot dut s'asseoir sur un banc dans le jardin, tant elle tremblait. Elle appela Madame Rousseau. « Alors, comment ça s'est passé ?»« Je crois que nous venons de lancer un mouvement national. »« Quoi ?» Margot lui expliqua. À l'autre bout du fil, Madame Rousseau pleurait de joie. « Votre grand-père. »« Oh Margot, votre grand-père aurait été si fier. »« Je sais. » Margot regarda le ciel parisien. « Je le sens. Je sens qu'il est avec moi. » Novembre 2026, un an exactement après l'arrivée de Margot à l'hôtel Belle Époque. L'hôtel avait prospéré au-delà de toutes les espérances. Le taux d'occupation était de 95%. Les avis en ligne étaient élogieux. Des touristes du monde entier réservaient spécifiquement pour soutenir le projet social. La maison Beaumont-Dufresne avait accueilli 43 familles en un an. 37 d'entre elles avaient retrouvé un logement stable et un emploi. Les 6 autres étaient encore en cours de reconstruction. Le programme national « Les Maisons de la Dignité » avait été lancé en juin. Déjà 22 hôtels dans toute la France avaient rejoint l'initiative. Des centaines de familles avaient été aidées. Margot, devenue une figure publique malgré elle, donnait des conférences, participait à des débats, conseillait d'autres hôteliers. Mais elle revenait toujours à Nice, à son hôtel, à ses racines. Ce matin de novembre, exactement un an jour pour jour après son arrivée, elle organisa une cérémonie spéciale. Dans le hall de l'hôtel Belle Époque, devant le personnel, les familles de la maison Beaumont-Dufresne, les bénévoles, les partenaires associatifs et quelques journalistes invités, Margot dévoila une plaque commémorative. Elle était en bronze, fixée sur le mur près de la réception, juste à côté du portrait d'Édouard. L'inscription disait « En mémoire d'Édouard Beaumont, 1915-1985, fondateur de l'hôtel Belle Époque qui rêvait d'un monde où l'hospitalité serait un droit, pas un privilège, et de Jules Dufresne, 1988-2025, qui a retrouvé cet héritage perdu pour que le rêve devienne réalité. » Margot posa sa main sur la plaque, les larmes aux yeux. « Il y a un an, j'étais une femme brisée. J'avais perdu mon mari, ma maison, mon espoir. Je suis arrivée ici avec mes enfants et on m'a ri au nez. On m'a humiliée. On m'a traité comme si je n'étais rien. » Elle regarda l'assemblée. Mais cette humiliation a déclenché une chaîne d'événements qui a tout changé. J'ai découvert qui j'étais vraiment. J'ai réclamé mon héritage. J'ai révélé des crimes. J'ai construit quelque chose de nouveau. Elle pointa vers la maison Beaumont-Dufresne, aux étages supérieurs. Là-haut, 43 familles ont trouvé refuge cette année. 43 histoires différentes. 43 secondes chances. Et ce n'est que le début. Les applaudissements éclatèrent. Margot vit Léonie, Mathis, Théo et Camille au premier rang, applaudissant avec fierté. Ils avaient tellement grandi en un an. Elle vit Madame Rousseau qui essuyait ses larmes. Elle vit Thomas Leblanc, le chef, qui souriait largement. Elle vit Colette, la coordinatrice sociale, qui hochait la tête avec approbation. Et elle vit Antoine Brochard, debout au fond du hall, applaudissant doucement. Leurs regards se croisèrent. Il lui fit un signe de tête respectueux. Elle le lui rendit. La rédemption était possible, pour tous. Après la cérémonie, alors que tout le monde se dispersait, Margot retourna dans la suite présidentielle. Elle n'y était pas retournée depuis des mois. Elle avait décidé de ne pas la louer. C'était un mémorial privé pour son grand-père. Elle s'assit dans le salon, regardant la mer. Le soleil de novembre projetait des reflets dorés sur l'eau. Un coup discret à la porte. « Entrez !» C'était Monsieur Vargas, l'historien. « Madame Dufresne, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai trouvé quelque chose. »« Quoi donc ?» Il lui tendit une enveloppe jaunie. « J'étais en train de classer les dernières archives d'Édouard, et j'ai trouvé ceci, caché dans un livre, une deuxième lettre. » Margot prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était adressée « À ma petite fille, Margot, pour quand elle sera grande. » Son grand-père avait écrit son nom. Il avait pensé à elle. Il avait écrit pour elle. Elle ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. L'écriture élégante d'Édouard dansait sur la page. « Ma chère Margot, si tu lis ceci, c'est que tu as grandi, que tu es devenue une femme. Je ne te connaîtrai probablement jamais. Mon cœur est fatigué, les médecins me donnent peu de temps, mais je veux que tu saches certaines choses. J'ai construit cet hôtel avec mes mains, mon cœur et mes rêves. » C'était l'après-guerre.
Le monde se reconstruisait. J'ai voulu créer un endroit où les gens pourraient se sentir en sécurité, bienvenus, valorisés. Pas seulement les riches, tout le monde. Mais au fil des ans, j'ai perdu cette vision. L'hôtel est devenu un business. Rentable, certes. Prestigieux, oui. Mais il a perdu son âme. Et j'ai perdu ma fille à cause de mon orgueil. Je veux réparer ça. Je vais léguer l'hôtel à ta mère Juliette, et à travers elle, à toi. Et je veux que tu en fasses quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Ne te contente pas de gérer un hôtel de luxe. Fais-en un lieu de transformation, un lieu où les vies se réparent, où la dignité est restaurée, où l'humanité triomphe. Je sais que c'est beaucoup demandé. Tu es peut-être jeune, tu as peut-être tes propres rêves. Mais si tu lis ceci, c'est que la vie t'a amené à l'hôtel. Et je crois que tout arrive pour une raison. Sois courageuse, ma petite Margot. Sois juste, sois généreuse. Et n'oublie jamais que le vrai luxe n'est pas dans les lustres en cristal ou les draps en soie. Il est dans la capacité de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire « Tu as de la valeur, tu mérites d'être ici. Je t'aime, même si je ne te connaîtrai jamais. » Ton grand-père, Édouard Beaumont PS. Il y a un olivier sur la terrasse que j'ai planté en 1925. C'était le premier. Prends-en soin. Il représente tout ce que j'ai voulu construire. Quelque chose qui dure, qui donne des fruits, qui résiste aux tempêtes. Margot finit la lettre, le visage inondé de larmes. Son grand-père avait su. Il avait su ce qu'elle devait faire. Et elle l'avait fait. Elle plia soigneusement la lettre et la serra contre son cœur. « Merci, grand-père, » murmura-t-elle. « J'ai fait ce que tu voulais, et je continuerai. » Le soir même, alors que le soleil se couchait sur Nice, Margot monta sur la terrasse. Elle n'y était pas montée depuis plusieurs semaines, trop occupée par les réunions, les conférences, les obligations. Mais maintenant, elle avait besoin d'être là, de toucher l'olivier. L'olivier que son grand-père avait planté 100 ans plus tôt. Elle le trouva facilement. C'était le plus grand, le plus vieux, avec un tronc noueux et tordu par le temps. Ses branches s'étendaient largement, couvertes de feuilles vertes argentées. Quelques olives noires pendaient encore, prêtes à être récoltées. Margot posa sa main sur le tronc rugueux. Elle sentit l'âge de l'arbre, sa force, sa résilience. « Maman ?» Elle se retourna. Léonie était là, emmitouflée dans son manteau. « Tu vas bien, maman ?»« Oui, ma chérie. Très bien. » Margot lui tendit la main. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Léonie s'approcha. Margot posa la main de sa fille sur l'olivier. « Cet arbre a été planté par ton arrière-arrière-grand-père il y a 100 ans. » 100 ans ? Oui, il a survécu à 2 guerres mondiales, à des tempêtes, à des sécheresses, à des hivers glacials et des étés brûlants. Elle regarda Léonie dans les yeux. Et il est toujours là, fort, vivant, donnant des fruits. C'est incroyable. C'est une leçon, Léonie. Margot s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille. Nous sommes comme cet olivier. Nous avons traversé notre propre tempête. Nous avons perdu papa, notre maison, tout ce que nous connaissions. Mais nous avons survécu. Et maintenant, nous donnons des fruits. Nous aidons d'autres personnes. Léonie hocha la tête, solennelle. « Je comprends. Un jour, cet hôtel sera à toi, si tu le veux. Et si tu ne le veux pas, il ira à tes frères et sœurs, ou à leurs enfants. » Margot sourit. « Mais quoi qu'il arrive, souviens-toi de cet olivier. Souviens-toi que nous sommes faits pour durer, pour résister, pour donner. » « Je me souviendrai, maman. » Elles restèrent là un long moment, main dans la main, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. La mer s'embrasait de rouge et d'or. Les lumières de Nice s'allumaient progressivement, transformant la ville en constellation terrestre. « Maman ? Oui ? Tu crois que papa nous voit ?» Margot sentit sa gorge se serrer. « Oui, je crois qu'il nous voit. Et je crois qu'il est fier. Et ton grand-père ? Lui aussi. » Margot regarda vers le ciel qui s'assombrissait. Ils sont tous les deux là-haut, ensemble, veillant sur nous. Novembre 2031. L'hôtel Belle Époque célébrait son 108e anniversaire. Margot, maintenant 39 ans, se tenait dans le hall magnifiquement décoré. Ses cheveux avaient quelques fils gris. Ses rides au coin des yeux témoignaient de 5 années de travail acharné et de rires retrouvés. Léonie, 14 ans, l'aidait à accueillir les invités. Elle était devenue une jeune fille élégante et sûre d'elle, parlant couramment français, anglais et un peu d'italien. Les jumeaux, 11 ans, couraient partout avec une énergie débordante,
montrant les lieux aux enfants des familles invitées. Camille, 9 ans, distribuait des fleurs aux invités avec un sourire radieux. Le programme Les Maisons de la Dignité comptait maintenant 112 hôtels participants dans toute la France. Plus de 3000 familles avaient été aidées. Le modèle avait été exporté en Belgique, en Suisse, en Espagne, même au Canada. Margot avait reçu la Légion d'honneur. Elle avait été nommée personnalité de l'année par plusieurs magazines. Elle avait écrit un livre, De l'humiliation à la dignité, l'histoire de l'hôtel Belle Époque, qui était devenu un best-seller. Mais ce qu'elle chérissait le plus n'était pas les honneurs ou la célébrité. C'étaient les visages de toutes les familles qui avaient traversé la maison Beaumont-Dufresne, qui étaient arrivées brisées et repartaient reconstruites. Sophie, la première famille accueillie, était maintenant infirmière en chef à l'hôpital. Ses enfants, Lucas et Emma, étaient brillants à l'école. Océane, la jeune mère, avait terminé ses études d'éducatrice spécialisée. Elle travaillait maintenant à la maison Beaumont-Dufresne, aidant d'autres jeunes femmes enceintes. Sa fille, la petite Margot, avait maintenant 5 ans et demi. Une enfant joyeuse et curieuse. Hassan, le réfugié syrien, avait ouvert son propre restaurant de cuisine syrienne à Nice. Il employait 3 personnes et prospérait. Et Antoine Brochard. Antoine était devenu le bras droit de Colette. Il avait développé un programme de mentorat où d'anciens bénéficiaires de la maison revenaient aider les nouvelles familles. Il vivait modestement dans un studio à Nice, consacrant sa vie à réparer les erreurs du passé. Ce soir-là, lors du dîner de gala, Margot monta sur l'estrade pour un discours. « Il y a 5 ans, je suis arrivée ici avec mes 4 enfants. Nous n'avions rien. On nous a ri au nez. On nous a méprisés. Mais cette humiliation a été le début de tout. » Elle regarda l'assemblée, des centaines de personnes qui représentaient le mouvement qu'elle avait créé. Mon grand-père disait que le vrai luxe est dans la capacité de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire « Tu as de la valeur ». C'est ce que nous faisons ici. Chaque jour, pour chaque famille. Elle leva son verre. À Édouard Beaumont qui a planté la graine, à Jules Dufresne qui a retrouvé la carte, et à tous ceux qui continuent de faire pousser l'arbre, l'olivier centenaire qui résiste à toutes les tempêtes. « À l'olivier », répondirent les invités en chœur. Après le dîner, Margot monta seule sur la terrasse. L'olivier était toujours là, plus majestueux que jamais. Elle s'assit à ses pieds, adossée au tronc, et regarda les étoiles. Elle pensa à son grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Elle pensa à Jules, son mari, qui lui manquait toujours terriblement, mais dont la présence vivait dans chaque pierre de cet hôtel. Elle pensa à toutes les familles qui avaient trouvé refuge ici, et elle sourit. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle vers le ciel. « Nous avons transformé l'humiliation en dignité, la douleur en espoir, la perte en héritage. » Une brise douce fit bruisser les feuilles de l'olivier. Et pendant un instant, juste un instant, Margot crut entendre la voix de son grand-père dans le vent. « Merci, ma petite fille, tu as fait exactement ce que j'espérais, et plus encore. » Elle resta là, longtemps, sous les étoiles, au pied de l'olivier centenaire, gardienne d'un héritage qui continuerait bien après elle. L'hôtel Belle Époque brillait dans la nuit niçoise, phare de dignité dans un monde qui en avait tant besoin. Et quelque part, dans les chambres du 6e étage, une nouvelle famille dormait paisiblement, rêvant d'un avenir meilleur. Parce que c'était ça, finalement, le vrai luxe. La possibilité de rêver à nouveau. « Je te donne l'hôtel si tu payes notre pire chambre », se moqua le gérant envers la veuve et ses 4 enfants, mais ce qu'il ne savait pas, c'était que,